L'innovation russe est une drôle de vieille bête. Le pays n'invente pas vraiment quoi que ce soit. À la place, il regarde ce que les autres construisent et dit « faisons-en aussi, mais en pire ». Et il fallait s'y attendre. Les drones maritimes ukrainiens sont devenus la dernière cible des soi-disant inventeurs russes. La Russie a vu le succès de l'Ukraine avec ses drones en mer Noire, alors elle a construit une base. Et dans cette base se trouvait quelque chose que la Russie pensait vraiment capable de changer le cours de la guerre navale. Ses propres drones maritimes, conçus pour rivaliser avec les modèles bien supérieurs de l'Ukraine. Mais la Russie avait un problème. Elle devait cacher ses drones maritimes dans une base suffisamment proche de la mer Noire pour qu'ils puissent réellement avoir un impact. C'était une erreur. L'Ukraine a trouvé la base et elle a tout simplement effacé les drones imitateurs de la Russie de la surface de la Terre. Blotti, près de la localité d'Yevpatoria, se trouve Snezhna. Ce n'est certainement pas la plus impressionnante des bases navales russes sur la péninsule de Crimée volée. Sébastopol est bien plus grande et, jusqu'à récemment, c'était la base principale de la redoutée flotte de la mer Noire. Cependant, Snezhna est importante car elle cache quelque chose dont la Russie a besoin. Une flotte de drones maritimes a été envoyée dans cette petite base dans le cadre des tentatives de la Russie de prendre le contrôle de la mer Noire et de la mer d'Azov. La Russie veut copier la stratégie de l'Ukraine. Sachant que la flotte de la mer Noire a été rendue pratiquement inutile, car les navires de guerre qui en font partie sont des cibles énormes pour les drones maritimes ukrainiens, la Russie a voulu riposter en utilisant les mêmes moyens. Drone maritime contre drone maritime. Elle essayait de rattraper son retard et copiait, comme toujours, sur l'Ukraine. Mais la Russie pensait que si elle pouvait simplement protéger Snezhna, elle pourrait construire une base remplie de drones maritimes qu'elle pourrait utiliser pour reprendre le contrôle. L'Ukraine avait quelque chose à dire à ce sujet. Le 30 juillet, les forces des systèmes sans pilote de l'Ukraine, ou SBS, ont annoncé avoir lancé une frappe dévastatrice contre la base russe. Annonçant ce succès sur Telegram, comme il le fait si souvent, l'exubérant commandant du SBS, Robert Brovdi, a révélé que des opérateurs du bataillon Kirov étaient responsables de l'attaque. Kirov a une réputation, c'est l'un des bataillons les plus secrets d'Ukraine. Kirov opère sous les protocoles de sécurité les plus stricts. Les membres ont l'interdiction de consommer de l'alcool et ne sont pas autorisés à dire à qui que ce soit où ils servent ou ce qu'il faut. Même des tests ou détecteurs de mensonges sont mis en place, testant régulièrement les membres de Kirov et s'assurant qu'ils respectent les secrets stricts qui leur sont confiés. Ce secret porte ses fruits. La seule fois où l'on entend parler de ce que fait Kirov, c'est après les frappes du groupe, jamais avant. Chaque détail de la planification est gardé secret, et ce sont seulement les incendies et la destruction que Kirov laisse derrière lui qui révèlent ce que le bataillon a fait. Ce fut le cas à Snezhna. Kirov a frappé, et un port clé de drones maritimes criméens a brûlé. Une grande partie de l'opération reste encore entourée de secrets. Nous ne savons pas avec certitude quels drones russes ont été abattus, même si nous allons bientôt spéculer à ce sujet. Mais ce que nous avons, au-delà de la confirmation de Brovdi, ce sont quelques images, 3 minutes de vidéo, qui nous montrent que l'Ukraine a fait ce qu'elle sait faire de mieux pour neutraliser la base de Snezhna, envoyer des drones aériens pour détruire l'infrastructure russe. Encore et encore, nous voyons la vue depuis les drones ukrainiens, alors qu'ils foncent vers la base, puis vers d'autres cibles à travers la Crimée et les territoires occupés. Nous voyons aussi les conséquences. Des flammes émettant d'énormes nuages de fumée, si massifs qu'ils remplissent l'écran, s'élèvent de la base de drones marins russes. Nous voyons des hangars être frappés et de grandes explosions se propager le long du port. Quoique la Russie ait essayé de cacher ici, cela est clairement parti en flammes, et les observateurs attentifs remarqueront aussi qu'il semble manquer quelque chose dans les images. Les tirs de défense aérienne russes. Où sont-ils ? Personne ne sait, mais la vidéo montre une absence totale de tirs traçants, que l'on voit souvent dans ce genre d'images, et aucun signe des missiles que la Russie lance habituellement pour tenter de détruire les drones ukrainiens. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que Kirov dispose d'un chemin dégagé vers la base de drones maritimes russes en Crimée. Mais ce que nous semblons observer, c'est l'effet d'une stratégie d'isolement que l'Ukraine a suivie pendant une grande partie de 2026. Peut-être qu'il n'y a pas de tir de défense aérienne, parce que les systèmes de plus en plus limités que la Russie possède encore en Crimée n'ont pas pu être affectés à sa base de drones maritimes. Même si la Russie disposait de défenses qu'elle aurait pu envoyer à la base, il se peut qu'elle n'ait pas pu les y acheminer. La crise du carburant qui frappe la Crimée, en raison de la stratégie d'isolement de l'Ukraine, complique le transport des systèmes de défense aérienne par la Russie vers les endroits où ils sont nécessaires, a rapporté UKR Inform le 14 juillet. Peut-être que cela n'aurait même pas eu d'importance si la Russie avait découvert le plan du bataillon Kirov. Les frappes auraient probablement eu lieu de toute façon. Nous ne le saurons peut-être jamais, et c'est là tout l'intérêt de Kirov. Toute information que nous apprenons sur ce que fait ce bataillon, comment ou quand il frappe, est soigneusement diffusée au public, et le bataillon n'en révèle jamais plus qu'il ne souhaite que le monde sache. La seule raison pour laquelle nous savons que cette frappe a eu lieu, c'est que Kirov voulait clairement envoyer un message à la Russie. Tu ne peux pas cacher tes drones marins, Poutine. Kirov sait où ils sont, et il peut frapper à tout moment.
Quant à ce que Kirov a frappé à Snijna, nous savons certaines choses avec certitude. Les images montrent des hangars frappés violemment. On peut supposer que ces hangars étaient remplis des drones marins que la Russie aurait fini par envoyer dans la mer Noire et la mer d'Azov. Quant à ce que ces drones pouvaient être, nous ne pouvons que spéculer en nous basant sur ce que nous savons du programme d'imitation de la Russie et des drones maritimes qu'elle a produits. Peut-être que l'Ukraine a détruit des Orkans. Ces petits drones maritimes sont similaires à ceux que l'Ukraine a déployés initialement en mer Noire, et on pense qu'ils sont capables de transporter des charges d'environ 100 litres. Ou peut-être que la Russie garde des drones maritimes Katran à Snijna. Ces drones maritimes en aluminium, qui enveloppent leur moteur dans le métal comme moyen possible de dissimuler leur signature infrarouge, ont été aperçus avec des mitrailleuses montées sur leur coque. Le pissenlit, avec sa vitesse annoncée de 43 nœuds et sa charge utile de 600 kg, était peut-être aussi à Snijna, tout comme le Mouraïna 300S, qui est en gros la version russe du Magura Magyura V5, ukrainien, bien qu'il puisse apparemment être armé de torpilles. L'Ukraine serait ravie de détruire n'importe lequel de ces types de drones maritimes à Snijna. Qui sait, elle les a peut-être tous eus. La seule façon de le savoir, c'est que l'Ukraine communique les résultats de sa frappe contre la base russe de drones maritimes en Crimée, au-delà des premières révélations. La Russie est piquée. Ce qui vient de se passer à Snijna est un coup dur pour Poutine et son désir de rétablir sa domination dans la région de la mer Noire, qui lui a échappé depuis longtemps. Les imitateurs viennent d'être éliminés. Mais avant d'expliquer pourquoi cela compte et pourquoi la Russie s'efforçait autant de rattraper l'Ukraine dans le domaine des drones maritimes, petit rappel, vous regardez l'émission militaire. Si vous aimez ce que vous voyez sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir d'autres vidéos riches en analyses, comme celle-ci. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi la Russie s'embêterait à construire des drones maritimes en premier lieu. Après tout, la Russie possède la flotte de la mer Noire. Avant que Poutine ne lance son invasion, cette flotte, qui comptait environ 40 navires de guerre de surface et 7 sous-marins, était censée être l'un des atouts les plus importants de la Russie. Cette flotte devait offrir le contrôle de la mer, qui lui donne son nom, et l'Ukraine n'aurait rien pu y faire. La Russie, dans son arrogance, pensait que l'Ukraine n'apportait rien à la bataille navale. Qu'est-ce qu'elle avait au juste ? Quelques patrouilleurs et des navires de lutte contre les mines. Cela ne représenterait rien face à la puissance de la flotte de la mer Noire. Avec ses navires de guerre, la Russie contrôlerait la mer Noire, offrant à ses troupes et à son matériel une voie maritime facile vers l'Ukraine, ainsi que la capacité de gêner les tentatives de l'Ukraine d'exporter des céréales par les eaux de la mer Noire. C'était du moins le plan. En 2026, nous savons que le plan de la Russie n'a pas fonctionné. La petite nation sans marine a dévasté la flotte de la mer Noire. À l'été 2024, environ un tiers de cette flotte avait été neutralisé. Alors que de nombreux navires de guerre russes avaient essuyé des frappes ukrainiennes, l'Ukraine ne disposait toujours pas d'un seul navire de guerre en service. Mais ce qu'elle avait, c'était des missiles comme le Storm Shadow, fournis par ses alliés occidentaux, un stock croissant de drones aériens, et bien sûr, des drones maritimes. Ces drones, que l'Ukraine a commencé à développer au printemps 2022, ont changé la donne en mer Noire. Le premier à faire la une des journaux a été le Magura V5, qui peut transporter jusqu'à 300 kg d'explosifs, et a mené des attaques kamikazes contre des navires de guerre russes tout au long de la guerre. D'autres innovations ont suivi. Le Sea Baby dispose désormais d'une portée énorme, allant jusqu'à 1500 km, et peut transporter une charge utile de 2000 kg. Il peut également larguer des mines, et même servir de navire-mer pour des drones aériens. Avec le Moby Dick, l'Ukraine dispose d'une plateforme de drones maritimes modulaire qui offre de nombreuses utilisations différentes, allant de la reconnaissance à l'assaut. L'Ukraine n'avait pas besoin d'une marine traditionnelle. Elle pouvait venir à bout des navires massifs et lents de la Russie avec de petits drones rapides, incroyablement difficiles à détecter et mortels lorsqu'ils arrivent à portée. Les drones maritimes de l'Ukraine ont mis en échec la flotte de la mer Noire. Cette flotte a été contrainte de se replier de sa base traditionnelle et les navires de guerre russes sont désormais très rares dans les eaux de la mer Noire ou de la mer d'Azov. Toute la stratégie navale de la Russie a été bouleversée, et c'est entièrement grâce à l'Ukraine, qui a maîtrisé une approche asymétrique centrée sur les drones maritimes. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin.
Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. L'Ukraine ne s'est pas arrêtée à la flotte de la mer Noire. Maintenant que la Russie a trop peur d'envoyer ses navires de guerre là où ils doivent être pour avoir un impact sur la guerre, l'Ukraine a désormais la flotte fantôme dans le viseur de ses drones maritimes. En juillet, le service de sécurité ukrainien a détruit le pétrolier Alvaro en mer Noire à l'aide d'un drone naval. Ces drones ont également joué un rôle clé dans une attaque plus large contre la flotte fantôme de la Russie en mer Noire et en mer d'Azov. À la fin du mois de juillet, plus de 200 de ces navires avaient été neutralisés lors d'une campagne de 3 semaines. Tous n'ont pas été touchés par des drones maritimes, mais suffisamment l'ont été, prouvant une fois de plus à la Russie que la guerre navale, du moins en Ukraine, si ce n'est pour le reste du siècle, a été transformée. Ce n'est plus la taille des navires ou de la flotte qui compte. Les drones maritimes ont tout changé, et la Russie le sait. Cela nous ramène à Snijna. L'existence même de cette base en Crimée est un aveu de la part de la Russie que l'Ukraine est en train de gagner la guerre navale. La flotte de la mer Noire est devenue presque inutile. Le seul moyen pour la Russie de rivaliser maintenant est de construire ses propres drones navals, qu'elle espère pouvoir opposer à ceux de l'Ukraine. Dans un contexte géopolitique plus large, le fait que la Russie s'approprie la stratégie de l'Ukraine est préoccupant. Bien que d'autres nations aient commencé à construire des drones maritimes, elles sont loin derrière la Russie et encore plus loin derrière l'Ukraine. Le Danemark a par exemple envoyé ses drones à voile pour protéger la mer Baltique, et les États-Unis ont commencé à déployer leurs drones navals Corsair dans leur guerre contre l'Iran. Cependant, le fait que la Russie tente de rattraper l'Ukraine signifie qu'elle est en avance sur la plupart des nations occidentales en ce qui concerne cette technologie. Comme l'a averti le Centre pour la stratégie maritime dans un rapport de mars, Moscou dispose désormais d'un nombre croissant de plateformes de surface et en eau profonde, conçues pour la reconnaissance, les travaux sur les fonds marins et les opérations militaires. Bien que ces plateformes puissent être utilisées partout dans le monde, leurs principaux environnements d'exploitation restent l'Arctique, l'Atlantique Nord et la mer Baltique. C'est très bien pour l'avenir de la Russie, en supposant qu'elle en ait un après l'Ukraine. Mais cela ne veut pas dire grand-chose pour le moment. Il y a une raison pour laquelle la plupart des drones marins russes opèrent loin de la mer Noire. Et nous venons de voir cette raison le 30 juillet. Si la Russie veut avoir la moindre chance d'équilibrer les forces dans le domaine des drones marins, elle doit d'abord être capable de déployer ses drones de manière fiable dans les eaux autour de la Crimée et de l'Ukraine. Elle n'en est pas capable. Les flammes qui s'élèvent de Snijna en sont la preuve. Dès que l'Ukraine identifie une base de drones maritimes russes, elle réagit en envoyant ses propres drones pour neutraliser cette base. Ainsi, les soi-disant innovateurs russes essaient peut-être de copier le travail de l'Ukraine pour amener des drones maritimes jusqu'à Moscou. Mais ils se prennent coup sur coup à chaque fois qu'ils essaient de jeter un œil à ce que fait l'Ukraine. Ce dernier revers est encore plus important qu'il n'y paraît à première vue. La frappe à Snijna n'était que le point fort d'un mois de juillet, au cours duquel le SBS a frappé 50 109 cibles. Et l'événement principal d'une journée de frappe, qui ont largement dépassé la Crimée, est la base de drones maritimes de la Russie. La même nuit, des appareils du SBS se sont également abattus sur des abris radiotransparents à la station radar d'Ipetri, à Yalta, qui se trouve aussi en Crimée. Kirov était également responsable de cette frappe, rapporte la presse Euromaïdan. L'Ukraine a également détruit un système de défense aérienne, Buk M3, dans l'oblast de Donetsk, alors qu'il était transporté sur une remorque surbaissée, ainsi qu'une attaque contre l'aéroport occupé de Donetsk, que la Russie utilise pour stocker et lancer ses drones d'attaque de type Shahed. À Ivanivka, dans l'oblast des Zaporizhia, la brigade Nemesis du SBS a détruit une station radar, P-18. La même brigade a également frappé un complexe Sopka-2 à Fedorovka et un système Nebo SVU à Rossky Kolodets, tous deux situés désormais dans l'oblast de Rostov, en Russie. Ce fut donc une nuit productive pour le SBS. Au-delà des drones maritimes, l'Ukraine a détruit encore plus de radars et de systèmes de défense aérienne qui faisaient partie du réseau de défense aérienne de la Russie, un réseau qui ne cesse de rétrécir. Vous savez ce que cela signifie pour l'avenir. Davantage de corridors aériens sûrs ont été créés, et il est presque certain que des frappes contre d'autres cibles de grande valeur viendront de l'Ukraine. Le SBS devient de plus en plus fort. C'est une mauvaise nouvelle pour la Russie si elle prévoit d'essayer d'envoyer davantage de ses drones maritimes copiés en Crimée. Après avoir vu tout cela, nous pouvons tirer une conclusion incontestable. L'Ukraine est en train de gagner la guerre navale contre la Russie en mer Noire, et il n'y a même pas de comparaison possible.
La Russie ne peut s'en prendre qu'à elle-même pour cette situation. Comme c'est le cas depuis que Poutine a lancé son invasion. La Russie semble croire que la taille et la force supposée comptent plus que la stratégie. L'Ukraine ne cesse de prouver à la Russie qu'elle a tort. En mer Noire, la Russie n'était pas préparée à tout ce que l'Ukraine lui a envoyé. C'est le cas depuis que les drones maritimes ont pris de l'importance. En janvier 2025, le service de renseignement ukrainien a révélé que la Russie n'avait rien trouvé pour contrer les drones maritimes ukrainiens. Ce qui signifie que sa seule véritable forme de défense était de tirer sur ces drones, à condition qu'ils soient repérés à temps. Ils se défendent principalement contre les attaques déjà menées, directement par les drones maritimes. Actuellement, ils n'ont aucune contre-mesure efficace, ni aucune alternative pour frapper nos drones maritimes, a déclaré à l'époque un représentant du renseignement ukrainien. Avançons jusqu'à l'été 2026, et le fait que la Russie n'ait toujours pas de véritable réponse face aux drones maritimes ukrainiens reste très clair. Andriy Ryzhenko, qui a été chef d'état-major adjoint de la marine ukrainienne entre 2004 et 2020, affirme que la Russie n'a pas réalisé que la flotte de la mer Noire était incroyablement vulnérable, avant qu'il ne soit bien trop tard. Comme d'habitude, la Russie pensait que la force brute suffirait à l'emporter. Ce qu'elle n'avait pas pris en compte, c'est que toute sa flotte était essentiellement piégée en mer Noire. Ce que nous avons vu, c'est le moment Rorschach de l'Ukraine. L'Ukraine n'était pas enfermée en mer Noire avec la Russie, c'était la Russie qui était enfermée avec l'Ukraine, et son approche asymétrique géniale. La stratégie reposait sur le déploiement d'une force si massive qu'elle submergerait effectivement l'adversaire et atteindrait ses objectifs. Mais grâce à cette approche asymétrique, une vulnérabilité critique de tous ces énormes navires russes face aux drones maritimes a été révélée, souligne Ryzhenko. Il ajoute qu'une approche navale qui voyait la Russie surpasser l'Ukraine avec 12 navires contre 1 en 2022 a échoué si gravement que le rapport est maintenant de 4 contre 1. Et les navires russes restants se cachent essentiellement dans les bases, en espérant ne pas être touchés. Cela laisse donc la Russie dans sa situation actuelle, essayant de rattraper son retard avec des drones maritimes, tandis que l'Ukraine domine la mer Noire et la Crimée de manière si complète qu'elle peut détruire les drones russes avant même qu'ils aient une chance d'être déployés. Et pour finir sur une note amusante, cela laisse entendre que la Russie, malgré le fait d'avoir encore une fois volé à l'Ukraine, n'a toujours pas vraiment compris pourquoi les drones maritimes fonctionnent aussi bien. Dans un rapport du 27 juillet, The Insider a révélé que la Russie travaille sur un drone maritime massif ayant un déplacement de 500 tonnes, ce qui en fait essentiellement la même taille qu'une vedette lance-missiles russe. Le commandant en chef de la marine russe, Alexandre Mosaïev, est déjà apparu à la télévision russe pour se vanter du projet. Il n'a donné aucun détail, comme le coût du drone, qui le construit, quand il sera lancé, ou comment la Russie compte le contrôler. Mais c'est totalement réel, les gars. Faites confiance à Mosaïev, ce sera le premier navire de ce genre, affirme le commandant russe. Il y a une raison pour laquelle l'Ukraine n'a pas essayé quelque chose de similaire. Un drone maritime de la taille d'un navire de guerre est une cible énorme que des drones beaucoup plus petits peuvent et vont couler s'ils tentent un jour d'entrer en mer Noire. Ce que la Russie prétend construire, c'est une version sans équipage de navires qui ont déjà échoué face à l'Ukraine. Encore une fois, c'est la Russie qui répète la même erreur qu'elle a commise à plusieurs reprises en Ukraine. En Russie, plus c'est gros, mieux c'est. De plus, un énorme drone maritime fait bonne impression lorsqu'il est présenté à Poutine, même s'il est tactiquement inutile dans la guerre que mène actuellement la Russie. Le plus drôle, c'est que ce drone à venir, s'il existe vraiment, est le seul véritable exemple d'innovation russe que nous ayons vu jusqu'à présent dans le domaine des drones maritimes. Et il est tellement inutile dans le contexte de la guerre en Ukraine qu'on pourrait tout aussi bien considérer qu'il n'existe pas. Donc, beau travail la marine russe. Pendant que Massaïev parle d'un drone maritime qui pourrait ne pas être prêt avant des années, la Russie regarde une base contenant des drones potentiellement utiles partir en fumée. Kirov frappe encore. L'énorme avantage de l'Ukraine en matière de drones maritimes en mer Noire demeure. Les États-Unis viennent d'adresser un avertissement grave à la Pologne. Une invasion russe est imminente. Alors qu'ils sombrent de plus en plus dans la folie, causée par son échec abject en Ukraine, Poutine cherche tout ce qui pourrait l'aider à conserver son emprise sur le pouvoir. Faire de l'OTAN le nouvel ennemi est sa solution. Et il prépare maintenant quelque chose de sinistre que personne ne s'attendait à voir arriver aussitôt. Poutine pense qu'attaquer la Pologne résoudra tout. Poutine a tort. Ce sera sa dernière erreur stupide. Le 3 juillet, la nouvelle est tombée. Les États-Unis ont averti la Pologne que la Russie prépare une sorte de provocation armée sur le territoire polonais, et que cette provocation arrivera bientôt. Le Télégraphe rapporte que cette information provient de sources travaillant en étroite collaboration avec le président polonais, Karol Nawrocki, et qu'il semble probable que l'attaque de la Russie viserait des infrastructures polonaises critiques. La grande question est de savoir comment la Russie mènerait son attaque. Certains pensent que des missiles et des drones pénétreront en Pologne, contournant l'Ukraine, pour frapper des installations militaires.
D'autres estiment qu'une invasion terrestre est possible, peut-être avec l'aide de la Biélorussie, et possiblement en impliquant l'enclave russe de Kaliningrad. Une chose semble certaine, la Russie se prépare à faire quelque chose de sinistre. Pourquoi Poutine attaquerait-il la Pologne alors qu'il est déjà embourbé dans une guerre perdante en Ukraine? La question fait débat, même s'il semble probable que le dirigeant russe cherche davantage à provoquer qu'à envahir complètement. C'est souvent ainsi qu'il procède. L'idée est de faire monter les tensions et de semer la panique avant quelque chose de bien plus important. Et c'est une stratégie que nous avons déjà vu Poutine utiliser à de nombreuses reprises. On pourrait dire que les premiers actes d'agression de la Russie en Ukraine en 2014 étaient un type de provocation similaire, qui a servi de prélude à l'invasion totale survenue 8 ans plus tard. L'idée est de frapper tout en prétendant ignorer, forçant ainsi une réaction qui permet à la machine de propagande russe de produire ensuite toute une série de justifications. Nous ne savons pas encore si c'est le plan de Vladimir Poutine, mais ce que nous savons, c'est que beaucoup de personnes au sein de l'OTAN pensent que la Russie se prépare à un affrontement à une échelle bien plus large que ce que nous voyons en Ukraine, et que ces préparatifs pourraient être terminés plus tôt que ce que quiconque souhaiterait. Le général allemand Christian Freuding, inspecteur de l'armée, a déjà averti que la Russie sera prête à envahir un partenaire de l'OTAN d'ici 2029. Si l'attaque contre la Pologne a lieu, la Russie aura 3 ans d'avance sur le calendrier, où elle pourrait se préparer à une invasion totale qui surviendra plusieurs années plus tard. La Pologne prend l'avertissement des États-Unis extrêmement au sérieux. À la suite de cet avertissement, le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que son pays faisait face à un problème sérieux. Je ne veux effrayer personne, mais les mois à venir pourraient être vraiment critiques. En raison de la nature changeante de la guerre, ces inquiétudes sont particulièrement palpables dans les États baltes, a déclaré Tusk. Il laisse entendre qu'il considère la menace posée par la Russie comme encore plus vaste que ne le laissent entendre des avertissements des États-Unis. Ce n'est pas seulement la Pologne qui a un problème, toute la région baltique devrait faire face à la Russie si elle décidait d'envahir. Cependant, Tusk a également révélé que la panique ne règne pas actuellement en Pologne. N'ayons pas peur, nous nous préparons à diverses situations, mais nous ne pouvons pas les ignorer. Nous sommes conscients des menaces, également grâce aux informations de nos alliés, a-t-il déclaré. En d'autres termes, la Pologne est prête à faire face à tout ce que la Russie va lui lancer. Et Tusk a tout à fait raison de se sentir discrètement confiant. Si la Russie met ses menaces à exécution et que l'avertissement des États-Unis s'avère fondé, Poutine n'obtiendra pas une victoire facile contre la Pologne. Il commettra la plus grande erreur qu'il ait faite depuis le début de sa soi-disant opération militaire spéciale en Ukraine. En exposant la Russie à une défaite si massive que ni elle, ni Poutine lui-même ne pourront jamais s'en remettre. Mais nous verrons bientôt pourquoi cela pourrait être la plus grande erreur de Poutine. D'abord, voyons ce que la Russie prépare. Les spéculations vont bon train, mais les deux actions les plus probables sont celles que nous avons mentionnées plus tôt. Des frappes de drones contre les infrastructures polonaises, ou une sorte d'incursion à la frontière impliquant de l'infanterie. La seconde option est la plus préoccupante des deux scénarios, même si la Russie n'est pas en position de lancer une véritable invasion terrestre, compte tenu de ce qui se passe en Ukraine. Au lieu de cela, la source mentionnée par le Télégraphe affirme que la Russie serait susceptible d'envoyer un petit contingent de soldats russes, et peut-être biélorusses, de l'autre côté de la frontière en Pologne, comme une sorte de test. Dans le monde idéal mais tordu de Poutine, la Pologne tirerait immédiatement sur ses soldats, ce qui permettrait à Poutine d'utiliser l'incident à des fins de propagande. Regardez, nous marchions innocemment sur le territoire polonais et ils ont tiré. Pauvre de moi. La Russie est toujours la victime. Ce n'est pas un argument de propagande très solide, mais Poutine a prouvé à maintes reprises qu'il lui suffit du prétexte le plus mince pour faire ce qu'il veut vraiment faire. Plus réaliste. En réalité, des forces russes entrant en Pologne constitueraient une provocation qui pousserait la Pologne dans un scénario de négociation impliquant les États-Unis. Cela sera considéré comme une nouvelle victoire pour Moscou, rapporte le Télégraphe. Si la Pologne choisit de négocier pour sortir de cette situation, Poutine pourra se vanter que la toute-puissance de l'armée russe était trop difficile à gérer pour les Polonais, forçant la Pologne à s'en remettre à la table des négociations plutôt que sur sa propre force pour se débarrasser de la Russie. Et si Poutine se sent en veine, il pourrait même essayer de demander à la Pologne de retirer son soutien à l'Ukraine dans le cadre de ces négociations. Poutine essaie de créer une situation sans issue ici, et cela pourrait bien fonctionner. La Russie s'est certainement renforcée, comme si elle se préparait à une attaque contre le flanc est de l'OTAN. Si ce n'est pas par la Pologne, alors peut-être par les pays baltes ou nordiques. Comme le souligne Politico, des photographies satellitaires montrent que la Russie a renforcé sa présence militaire le long de sa frontière avec la Finlande, ainsi qu'avec plusieurs autres pays membres de l'Union européenne ou de l'UE. Les renseignements recueillis par les responsables finlandais, suédois, norvégiens et danois suggèrent que ce renforcement à la frontière sera suffisamment important pour permettre à la Russie de stationner environ 115 000 soldats à la lisière des territoires nordiques et baltes. Un proverbe disant qu'il n'y a pas de fumée sans feu me vient à l'esprit. Cette expression doit actuellement trotter dans la tête des Polonais. Et il y a plusieurs pays qui se préparent à quelque chose d'exactement semblable à ce contre quoi
les États-Unis mettent en garde. Par exemple, la Pologne fait partie des nations, aux côtés de la Finlande et des 3 États baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui se sont retirés de la Convention d'Ottawa, laquelle interdit l'utilisation des mines antipersonnelles. Tous ces États soutiennent que la Russie n'a jamais signé cette convention, et qu'elle utilise ce type de mines en Ukraine. Donc, disposer de ces mines pour les utiliser contre les Russes, en particulier contre des soldats prêts à franchir leurs frontières, est tout à fait justifié. Au-delà des explosifs, la Pologne construit également des défenses frontalières, comprenant d'immenses barrières en béton, des drones pour contrer les UAV russes, et des capteurs pour détecter les attaques en approche. La Pologne se prépare depuis un moment. Elle ne pense pas que Poutine représente une menace théorique. La menace est réelle. L'avertissement des États-Unis le prouve, et la Pologne a l'intention d'être prête en cas d'invasion terrestre. Ensuite, il y a les drones. Cela semble être la voie d'action la plus probable pour la Russie, ne serait-ce que parce que nous avons déjà vu la Russie utiliser des drones pour tenter d'intimider la Pologne par le passé. En septembre, la Russie a envoyé 19 drones dans l'espace aérien polonais, obligeant à une réaction qui comprenait le déploiement de chasseurs et un ordre de rester à l'intérieur, diffusé dans 3 provinces polonaises. Donc, les drones russes ne sont rien de nouveau pour la Pologne. Cependant, l'attaque contre laquelle les États-Unis mettent en garde impliquerait plus que l'envoi par la Russie de quelques drones leurres pour tester les défenses. Il s'agirait d'une véritable attaque, et d'une attaque impliquant des drones visant les infrastructures polonaises, peut-être en frappant des bases militaires ou des installations énergétiques. Une attaque de drone est possible, parce que Poutine peut mentir effrontément à ce sujet. Non, nous n'avions pas l'intention d'envoyer des drones en Pologne. Les systèmes GPS ont dû tomber en panne, prétendrait Poutine, souriant intérieurement, alors qu'il s'en sort avec une nouvelle provocation. La Russie pourrait aussi inventer une excuse ridicule pour lancer une attaque contre la Pologne, en prétextant l'oppression du peuple russe dans ce pays. Ce n'est qu'en mai que la Douma d'État russe a approuvé une loi permettant à Poutine d'envahir d'autres pays pour protéger les citoyens russes. Cette portée large est intentionnelle, car elle peut servir à donner un vernis de légitimité à tout ce que Poutine fait contre d'autres nations, du moins en Russie, si ce n'est ailleurs. Avec tout cela à l'esprit, l'avertissement de l'Amérique à la Pologne doit être pris au sérieux. La Russie a déjà posé les bases juridiques, elle construit des installations frontalières. Et elle possède déjà Kaliningrad à la frontière polonaise, prête à être utilisée comme rampe de lancement pour une sorte d'invasion ou d'acte d'agression. Mais c'est là que les choses commencent à changer. Une attaque contre la Pologne pourrait sembler être un coup de maître pour Vladimir Poutine. Ce n'en est pas un. Une telle attaque serait une erreur d'une ampleur telle qu'elle pourrait signer la fin de Vladimir Poutine pour de bon. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Mais avant cela, voici l'émission militaire, et c'est le genre d'analyse que nous vous proposons chaque semaine. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors, pourquoi une attaque contre la Pologne serait-elle la plus grande erreur de Vladimir Poutine jusqu'à présent? Il y a 3 raisons, en commençant par celle que Vladimir Poutine semble trop ignorant pour reconnaître. La Pologne est une puissance qui représente une menace massive pour l'armée russe. Nous avons mentionné le renforcement de la frontière polonaise il y a quelques minutes. Si c'était tout ce que la Pologne faisait, Vladimir Poutine n'aurait pas à s'inquiéter de ses plans d'invasion. Mais ce n'est pas du tout le cas. La Pologne est le pays qui consacre la plus grande part de son PIB à la défense de l'OTAN, en ce qui concerne les dépenses en pourcentage du produit intérieur brut, ou PIB. En 2026, la Pologne dépensera 4,8% de son PIB pour son armée, ce qui dépasse largement l'objectif de 2% que l'OTAN avait fixé auparavant. Et elle est sur le point de franchir le seuil des 5% d'ici 2035. Objectif fixé par l'OTAN lors de son sommet de 2025. La Pologne a également été un soutien majeur de l'Ukraine tout au long de sa guerre avec la Russie, ayant envoyé 300 chars dès le début de l'invasion, ainsi que de l'artillerie, des véhicules blindés, et bien plus encore depuis. Seuls les États-Unis et la Turquie disposent d'armées plus importantes que la Pologne au sein de l'OTAN, et la Pologne dépense des milliards de dollars pour des types d'armes américaines modernes qui posent énormément de problèmes à la Russie en Ukraine. La Pologne est également en avance sur une grande partie de l'Europe en ce qui concerne les drones, ayant engagé 1,7 milliard de dollars dans le développement de systèmes de défense contre les drones au début de 2026. La fondation Jamestown ajoute que la Pologne ne se repose pas sur ses lauriers, déjà impressionnant. La nation a l'ambition de devenir la plus forte d'Europe, militairement parlant, d'ici 2030, ce qui explique en partie les dépenses massives que nous voyons actuellement. La Pologne travaille également activement à augmenter la taille de ses forces armées, avec pour objectif d'avoir 300 000 militaires d'active, ainsi que 200 000 réservistes pour une armée permanente potentielle de 500 000 hommes. La Pologne cherche même à moderniser sa marine, ayant signé un protocole d'accord qui lui permettra d'acquérir des sous-marins A-26. Tout ce travail a amené le vice-ministre polonais de la Défense nationale, Paweł Zalewski, à vanter son pays comme le plus puissant d'Europe. Nous avons la plus grande armée de terre de l'OTAN en Europe, avec les plus grandes capacités, déclare Paweł Zalewski, ajoutant « Nous tirons les leçons de l'Ukraine. Cela montre qu'un pays en guerre doit avoir des chaînes d'approvisionnement très courtes. C'est pourquoi nous investissons également dans cette capacité. » Rien de tout cela n'est du bluff. La Pologne n'a pas pour habitude de revendiquer sa puissance sans la prouver.
Le pays prend très au sérieux son ambition de devenir la superpuissance militaire de l'Europe, car il sait que la menace que représente la Russie de Vladimir Poutine est bien réelle. Si Poutine tente d'envahir, il ne se retrouvera pas face à un ennemi facile. Il affrontera une nation qui a beaucoup investi précisément pour une situation comme celle-ci, ainsi qu'une armée revigorée qui affronte une armée russe épuisée et dépourvue de soldats expérimentés. Cela est dû à la perte de plus de 1 400 000 d'hommes en Ukraine, ainsi qu'au manque d'équipement causé par l'invasion de l'Ukraine. Nous ne disons pas qu'une invasion russe de la Pologne ne serait pas brutale, elle le serait. Mais l'armée russe se retrouverait face à une armée nombreuse, extrêmement bien équipée, et qui a des liens suffisamment étroits avec l'Ukraine pour pouvoir renforcer très rapidement ses forces de drones. Et il y a ce petit détail embêtant concernant le fait que la Pologne est membre de l'OTAN. C'est la deuxième raison pour laquelle une attaque contre la Pologne serait la plus grande erreur de Poutine. Si la Russie est assez folle pour envoyer des troupes en Pologne ou lancer des drones contre les infrastructures polonaises, alors la Pologne pourra faire ce qu'une seule nation a déjà fait auparavant, invoquer l'article 5 de la charte de l'OTAN. Peut-être le principe le plus fondamental de l'OTAN, l'article 5, stipule que toute attaque armée contre un membre de l'OTAN doit être considérée comme une attaque contre tous les membres. Cela déclenche alors une obligation pour tous les membres de venir en aide au membre qui a été attaqué. Les États-Unis ont déclenché cet article à la suite des attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center. Et la Pologne pourrait bien être la prochaine et la deuxième nation à le faire. Poutine ne peut même pas lancer une attaque contre les nations nordiques ou baltes, à la frontière desquelles il construit des infrastructures militaires. Elles sont toutes membres de l'OTAN aussi. La Russie n'est pas prête pour l'OTAN. Poutine peut faire comme si c'était le cas, et certains au sein de l'OTAN sont évidemment méfiants, car le déclenchement de l'article 5 par la Pologne mènerait à une guerre à l'échelle européenne. Mais en ce qui concerne les effectifs purs et la cohésion militaire, l'OTAN l'emporte, en supposant que les États-Unis respectent leurs engagements. Les 32 membres de l'OTAN dépensent collectivement des milliards de dollars de plus par an pour la défense que la Russie, et ils ont l'avantage de ne pas être impliqués dans une guerre de plus de 4 ans, qui les a épuisés. Si l'OTAN devait engager toute sa force contre tout ce que la Russie peut lui opposer, elle disposerait alors de plus de 2,3 millions de soldats supplémentaires, soit environ 5 fois plus d'avions militaires, d'une marine qui approche près de 4 fois la taille de celle de la Russie, de plus du double de chars de combat principaux et d'environ 1 million de véhicules blindés de plus que la Russie. Et n'oubliez pas, l'Ukraine continuerait à se battre, même si elle ne fait pas partie de l'OTAN, donc il y a un potentiel évident pour une collaboration. La seule chose qui empêcherait l'OTAN d'avoir une domination totale serait d'amener toute cette puissance de feu en Europe. La logistique serait folle, mais la Pologne est assez forte pour tenir le coup suffisamment longtemps pour que l'OTAN puisse s'organiser. Bien sûr, nous supposons que les plans de la Russie pour la Pologne déclencheront une guerre totale. Ce n'est peut-être pas le cas, mais cela nous amène simplement à la troisième raison pour laquelle la provocation de Poutine envers la Pologne serait sa décision la plus stupide, le problème de Kaliningrad. Nous avons mentionné cet exclave russe qui borde la Pologne et pourrait servir de point de départ potentiel pour toute invasion que Poutine planifierait. Elle pourrait effectivement être utilisée à cette fin, seulement il y a un problème. Kaliningrad est isolé du territoire continental russe, et cela en fait une cible si la Pologne et l'OTAN veulent envoyer un message à Poutine qu'ils ne sont plus disposés à entrer dans son jeu. Le Télégraphe rapporte des propos tenus par Holger Neumann, qui est le chef de l'armée de l'air allemande. Il dit que Kaliningrad serait une cible évidente si la Russie tente quoi que ce soit en Pologne, dans le cadre d'un avertissement selon lequel l'Allemagne défendrait chaque centimètre du territoire de l'OTAN contre une invasion russe. En octobre 2025, Ben Hodge, qui est l'ancien commandant de l'armée américaine en Europe, a déclaré que l'OTAN pourrait anéantir Kaliningrad, ainsi que des bases russes clés comme Sébastopol et la Crimée, dans les premières heures d'une guerre. Et même le ministre des Affaires étrangères de la Lituanie, Kęstutis Budrys, a déclaré que l'OTAN a la capacité, si nécessaire, de raser les défenses aériennes russes et les bases de missiles là-bas, en parlant de Kaliningrad. Si l'OTAN mettait ces menaces à exécution, cela enverrait un message clair. La Pologne n'aurait même pas besoin d'envahir l'enclave à pied. Elle pourrait simplement participer à une opération aérienne qui détruirait Kaliningrad, forçant la Russie à combattre sur un seul front au sol. Compte tenu de tout cela, la question doit être posée. Pourquoi Poutine envisagerait-il même d'attaquer la Pologne maintenant ? Cela n'a pas de sens à première vue, surtout si l'on prend en compte les réactions potentielles de la Pologne et de l'OTAN, ainsi que la guerre en Ukraine qui se poursuit. Peut-être que la réponse à cette question est que Poutine veut tester l'OTAN. Quelle que soit l'attaque à venir, elle pourrait être calibrée de façon à ne pas provoquer une réaction majeure de la part de la Pologne ou le déclenchement de l'article 5. Au lieu de cela, Poutine veut peut-être simplement voir ce qui se passe s'il appuie sur des boutons d'une manière qu'il n'a jamais essayé auparavant. Et s'il obtient la réaction qu'il souhaite, comme le scénario de négociation que nous avons mentionné plus tôt, cela suffirait à Poutine. Il pourrait ainsi saper la souveraineté de la Pologne et tenter de préparer le terrain pour l'affaiblissement du soutien occidental à l'Ukraine. C'est un pari énorme pour Poutine. Et cela nous montre quelque chose que le président russe ne veut pas admettre. Poutine devient désespéré à cause de la situation de la Russie en Ukraine. C'est un risque en soi. Un Poutine désespéré est un Poutine dangereux,
car le dirigeant russe pourrait considérer l'escalade de sa guerre en Ukraine en un conflit à l'échelle européenne comme le seul moyen de conserver son pouvoir. La logique ici semble étrange, mais elle a un certain sens, aussi bizarre soit-il. Pris au piège dans l'impasse de la guerre en Ukraine, et voyant sa popularité décliner dans son propre pays, la dernière tentative de Poutine pourrait être un effort pour briser l'OTAN. La division dans la réponse à une attaque contre la Pologne pourrait être sa façon d'y parvenir. Si l'OTAN répond par ses propres frappes, un cycle de représailles pourrait commencer, que Poutine pourrait utiliser pour présenter l'OTAN comme l'ennemi de la Russie, soutenant ainsi un argument qu'il avance depuis bien avant son invasion de l'Ukraine. Peu importe que Poutine ait commencé le conflit. Ce qui compterait, c'est qu'il puisse convaincre suffisamment le peuple russe de la nécessité de ce combat, pour les unir autour d'une cause commune, assez longtemps pour qu'il puisse finir ses jours en tant que président, plutôt que d'être évincé de force. Voilà à quoi ressemble le désespoir. Il y a le courage, et puis il y a avoir des cojones tellement énormes qu'on pourrait s'en servir comme radeau de sauvetage personnel. Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, pourrait traverser l'océan Pacifique avec les siennes. Pourquoi dit-on cela ? Après avoir été si longtemps un allié de Poutine, Tokayev vient de s'asseoir en face du dirigeant russe, en direct à la télévision qui plus est, et lui a adressé un message en face. La Russie va perdre. Alors mettez fin à la guerre, maintenant. Poutine est sorti de l'un de ses nombreux bunkers pour ça. Il a été humilié, incapable de faire autre chose que grimacer, pendant que Tokayev parlait. Et maintenant Poutine doit faire face au fait que même ceux qui sont censés le soutenir peuvent voir ce qui attend la Russie. C'était censé être un moment de triomphe pour Poutine, le 25 juillet. Après s'être montré en public pour la première fois depuis des semaines, Poutine a commencé par une opération de communication soigneusement contrôlée à Irkoutsk. Le dirigeant russe s'est ensuite rendu à Omsk pour rencontrer Tokayev. Les conseillers de Poutine avaient bien choisi le moment de la visite. À la fin du mois de juillet, la fumée se serait dissipée et l'odeur de carburant brûlé, conséquence d'une frappe record menée par l'Ukraine contre la raffinerie de cette ville sibérienne, aurait disparu. Poutine aurait désormais l'occasion de se tenir aux côtés de Tokayev à la télévision nationale pour adresser un message au peuple russe concernant la coopération économique et tous les accords que les deux dirigeants allaient conclure ensemble. Poutine se réjouissait de discuter des prochaines étapes dans l'évolution de la relation entre ces deux nations. Tokayev avait d'autres idées. Lorsque le président du Kazakhstan a commencé à parler, aucune des platitudes flatteuses envers Poutine que le dirigeant russe s'attendait à entendre ne lui traversait l'esprit. Tokayev avait en fait quelque chose à dire. Il ne voulait pas parler des détails. Tokayev voulait parler de l'Ukraine. Et les mots qui sont sortis de la bouche de Tokayev ont dû résonner comme une gifle en plein visage pour Poutine. Une gifle si forte qu'elle aurait pu être donnée par l'équipe de Jackass et leur énorme main mécanique. Je ne cacherai pas le fait que je reçois de nombreux signaux, dont je vous ai déjà informé par téléphone, venant d'Europe et des États-Unis d'Amérique. Concernant l'état actuel du conflit entre l'Ukraine et la Russie, a déclaré Tokayev, pendant que les caméras de télévision filmaient chaque remarque et chacune des grimaces de Poutine, diffusées dans toute la Russie. Tokayev a ensuite poursuivi en déclarant « La nature de ce conflit n'est pas entièrement claire. Encore une fois, il a fait cela juste devant Poutine, presque nonchalamment, faisant ainsi savoir au monde entier que les nombreuses raisons avancées par Poutine pour son invasion, qu'il s'agisse de combattre le nazisme dans le pays ou de ses affirmations historiques selon lesquelles Russes et Ukrainiens seraient un seul peuple, ne tiennent pas la route. » Tokayev n'en croit rien. Puis, Tokayev a asséné la gifle entendue dans le monde entier. Tout cela doit cesser, a déclaré le président du Kazakhstan, alors qu'il appelait Poutine à geler la guerre. Et lorsqu'il le fera, a ajouté Tokayev, Poutine ne pourra pas compter sur le Kazakhstan pour servir de médiateur, susceptible d'être favorable à la Russie. Le Kazakhstan refuse catégoriquement d'être ce médiateur, a martelé Tokayev. Après tout, la Russie est un grand pays et elle peut se débrouiller toute seule, a déclaré le dirigeant kazakh. Poutine a été stupéfait, pris de court. La meilleure réponse qu'il a pu offrir lorsqu'il s'est levé pour reprendre la parole a été une vague assurance. Il donnerait un compte-rendu détaillé à Tokayev une fois l'événement médiatique terminé. Ce compte-rendu serait inutile. Tokayev a déjà tout entendu, et Poutine le sait. Ce que le dirigeant russe vient d'endurer, c'est d'être obligé de rester en retrait pendant qu'un président allié à la Russie, du moins sur le plan commercial et économique, s'en est pris à lui, en lui reprochant sa stupidité à poursuivre une guerre qu'il ne gagne manifestement pas. Poutine a été humilié. Il avait passé une bonne journée jusqu'à ce moment-là. Cette visite à Irkoutsk s'était bien déroulée, puisque Poutine s'était rendu à l'usine d'aviation de la région lors d'une visite non annoncée, où il a inspecté un avion de ligne MC-21 et un avion d'entraînement au combat, Yak-130M. Les gardes du corps qui l'entouraient laissaient entrevoir la paranoïa de Poutine et sa peur de l'assassinat. Mais tout s'était bien passé. Puis Poutine est arrivé à Omsk pour être interpellé par un homme qui était censé s'agenouiller, embrasser la bague et remercier la Russie d'être un partenaire commercial.
Dimitri Kolozov, qui est un journaliste russe, a parfaitement résumé toute l'humiliation en déclarant « En fin de compte, cela revenait à exprimer poliment l'idée que l'invasion de l'Ukraine par Poutine était essentiellement un acte de folie et un caprice personnel. » C'était bien sûr une gifle pour Poutine, qui défendait depuis des années sa version des causes profondes du conflit. Et maintenant, ce reproche public, adressé directement à lui, il n'y a pas de cause profonde. Poutine les a tout simplement inventées. Meurtri et accablé par une rencontre qui était censée se dérouler tout autrement, Poutine serait reparti se terrer dans un autre de ses bunkers. Il avait été humilié, insulté directement en face par un homme en qui il avait confiance pour rentrer dans le rang. Et alors qu'il se cachait à nouveau des regards, probablement sans réapparaître publiquement avant des semaines, le temps de se remettre de l'embarras, un mot devait tourner en boucle dans son esprit. Pourquoi ? C'est une bonne question, et la réponse est complexe. Dans un instant, nous allons expliquer toutes les raisons pour lesquelles Tokayev a fait ce qu'il vient de faire à Poutine. Mais avant cela, voici l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de recevoir nos vidéos quotidiennes dans votre fil d'actualité. Maintenant, la réponse évidente à la grande question de Poutine pourrait sembler être l'Ukraine elle-même. Poutine va immédiatement entrer dans une rage folle en affirmant que l'Ukraine a retourné le Kazakhstan contre la Russie. Mais il n'aurait qu'à moitié raison. Et pas pour les raisons qu'il pense. Bien que le Kazakhstan ait longtemps été un allié commercial de la Russie, il n'a jamais donné à Poutine la moindre indication qu'il le soutient, lui ou sa soi-disant opération militaire spéciale en Ukraine. Dès le début de la guerre, le Kazakhstan a déclaré qu'il ne reconnaissait aucun de ce qu'il appelait les territoires séparatistes en Ukraine comme étant indépendantes. Cela a mis fin à tout soutien que Poutine aurait pu attendre. Officiellement, le Kazakhstan ne reconnaît pas la Crimée occupée comme étant russe, ni aucun des territoires que la Russie occupe depuis février 2022. Ces terres sont ukrainiennes et doivent le rester, affirme le Kazakhstan. Mais Poutine pouvait encaisser cela. Le Kazakhstan est bien plus important pour la Russie en tant que partenaire commercial et non militaire. Ce n'est pas comme si ce pays d'Asie centrale disposait d'une armée particulièrement impressionnante. Donc même ce manque de soutien aux actions de la Russie avait peu de chances de se traduire par une aide militaire à l'Ukraine. En plus, c'est ce que fait le Kazakhstan, aurait raisonné Poutine. Il marche sur la corde raide de la diplomatie avec tout le monde, pour rester aussi neutre que possible. Pourtant, ce que l'invasion de Poutine a provoqué, et il ne l'avait pas vu venir, c'était de créer une fissure dans la relation entre la Russie et le Kazakhstan. Ce n'était pas, et ce n'est toujours pas, une rupture totale. Cependant, au fil des années, la nature de la relation entre les deux a changé. Avant la guerre en Ukraine, la Russie était clairement la nation la plus puissante. Il y avait un partenariat, mais il était loin d'être sur un pied d'égalité. Cela a été le cas pour la majeure partie de l'Asie centrale, où Vladimir Poutine a passé des années à renforcer l'influence de la Russie en concevant des cadres économiques favorables à la Russie et en insistant sur l'idée que la Russie est la seule nation capable d'assurer la sécurité de pays comme le Kazakhstan. L'invasion de l'Ukraine a brisé quelque chose dans cette relation. Cela a montré au Kazakhstan que la Russie pouvait facilement se retourner contre n'importe quelle nation, selon les caprices de Vladimir Poutine. Et pire encore pour Vladimir Poutine, les 4 ans et demi de guerre, qui se poursuivent encore aujourd'hui, ont montré que la Russie est loin d'être aussi forte qu'elle ne l'était autrefois. Les arguments de sécurité collective ne sont plus convaincants, et au fil du temps, alors que l'Ukraine continue non seulement de résister, mais aussi d'infliger de sérieux dégâts à la Russie, des dirigeants comme Kassim-Jomart Tokayev perdent la crainte qu'ils pouvaient avoir de s'exprimer ouvertement. Ainsi, l'opinion collective du Kazakhstan sur ce qui se passe en Ukraine joue un rôle important dans ce que nous avons vu à Omsk. Mais ce sont les conséquences de l'invasion de Poutine jusqu'à présent qui offrent les véritables raisons des actions de Tokayev. Au fur et à mesure que la guerre a progressé, l'équilibre des forces entre la Russie et le Kazakhstan a commencé à changer. Nous n'allons pas vous dire que le Kazakhstan est désormais le plus puissant des deux. Ce n'est pas le cas, mais le Kazakhstan est devenu un partenaire autrefois utile, mais désormais absolument essentiel à la survie de la Russie face à l'Ukraine. Tokayev sait qu'il a désormais un levier. Et l'exemple le plus clair de ce levier vient des récentes demandes d'aide que la Russie a adressées au Kazakhstan pour résoudre son problème croissant de carburant. Alors que de plus en plus de raffineries russes brûlent et que l'Ukraine continue de détruire des camions de carburant et des citernes dans tous les territoires occupés, la Russie a été plongée dans une crise du carburant. Poutine, la main tendue, s'est tourné vers le Kazakhstan vers la fin du mois de juin pour demander 50 000 tonnes d'essence afin d'aider à réduire les files d'attente massives qui se formaient devant les stations-service partout en Russie. Le Kazakhstan n'a pas donné son accord immédiatement, n'acquiesçant à la demande de Poutine qu'environ une semaine après qu'elle ait été formulée. Mais à ce moment-là, deux choses sont devenues claires pour Tokayev. Premièrement, la Russie considère toujours le Kazakhstan comme le petit frère sur lequel on peut faire pression quand on en a besoin, malgré les dégâts que cela pourrait causer au Kazakhstan lui-même. Et deuxièmement, la Russie est désespérée. Elle doit l'être si elle demande de l'essence alors que toute la nation russe est construite autour du pétrole. C'est de ce levier dont nous parlons. Tokayev sait que Poutine a besoin du Kazakhstan. Bien sûr, le Kazakhstan a aussi besoin de la Russie. Une grande partie du pétrole que le Kazakhstan vend transite d'abord par les oléoducs russes,
puis est acheminé vers d'autres clients. Mais être aussi vital pour la Russie comporte certains avantages. L'un d'eux semble être la capacité de s'asseoir en face de Poutine et de lui dire en face que son invasion de l'Ukraine n'a aucun sens et qu'il est temps qu'il mette fin à sa guerre. En plus de tout cela, les déclarations de Tokayev reviennent à reconnaître un fait qui est devenu on ne peut plus clair. L'Ukraine est un pays très dangereux. Le Kazakhstan veut que la guerre en Ukraine prenne fin, parce qu'il doit aussi gérer les conséquences des frappes de drones qui affectent sa capacité à vendre du carburant et du pétrole. L'Ukraine ne frappe pas directement le Kazakhstan. Ce serait une erreur diplomatique avec un pays qui semble prêt à soutenir le droit de l'Ukraine à être une nation souveraine. Mais ce que fait l'Ukraine, c'est frapper cette infrastructure pétrolière sur laquelle le Kazakhstan compte, comme nous l'avons mentionné. Le Moscow Times rapporte que la récente vague d'attaques de drones de l'Ukraine en mer Noire et en mer d'Azov, en particulier les attaques contre le terminal du consortium du pipeline de la Caspienne, ont forcé les compagnies pétrolières du Kazakhstan à réduire leur production quotidienne. Bien que cela soit présenté comme une décision purement technique, cette mesure rappelle une fois de plus au Kazakhstan que la guerre de Poutine nuit au pays. L'Ukraine a également frappé régulièrement Novorossiysk, qui est un port de la mer Noire. Désormais refuge pour les restes de la flotte de la mer Noire, qui a été chassée de sa base traditionnelle dans le port de Sébastopol en Crimée, Novorossiysk est aussi un port commercial. Là encore, du pétrole y transite, dont une partie est kazakh, et cela s'ajoute à encore plus de perturbations que Tokayev ne veut pas avoir à supporter pour le compte de Poutine. Après tout, le Kazakhstan ressemble à la Russie sur un point. Son secteur pétrolier et gazier est absolument vital pour la santé économique du Kazakhstan. Forbes rapporte que les ventes d'énergie représentent plus de 30% du produit intérieur brut du Kazakhstan et comptent pour plus de 75% des exportations du pays. Si des drones ukrainiens continuent de frapper les ports et terminaux dont le Kazakhstan a besoin pour vendre ses produits, cela représente une souffrance économique pour la population du pays. Ainsi, les motivations de Tokayev deviennent plus claires. Il y a un aspect d'exploitation de l'influence kazakh en jeu, mais au final, Tokayev fait ce qu'il est censé faire, il veille aux intérêts du Kazakhstan. Quand il dit à Poutine qu'il est temps de mettre fin à la guerre, il le fait parce qu'il sait que la Russie ne peut pas gagner, pas de la manière dont Poutine veut gagner. Et tant que Poutine continue de foncer tête baissée dans l'abîme sans fin de sa propre ambition, la vie ne pourra pas redevenir normale pour le Kazakhstan. Poutine a un problème nommé Kazakhstan. Mais au-delà de toutes les raisons qui ont poussé Tokayev à agir ainsi, il y a un problème encore plus important qui se profile pour le dirigeant russe. Ce problème se résume à quelque chose que nous avons évoqué plus tôt, à savoir que le Kazakhstan essaie d'être l'ami du plus grand nombre de nations possible. La guerre en Ukraine dure depuis si longtemps maintenant qu'il n'est plus possible de jouer sur tous les tableaux. La politique étrangère multivectorielle du Kazakhstan, comme le dit Common Space, a été mise à l'épreuve à plusieurs reprises au cours des 5 dernières années. Que ce soit par la guerre menée par la Russie, l'opération Epic Fury, ou l'influence croissante de la Chine en Asie centrale. Désormais, le Kazakhstan est poussé à devoir choisir un camp. Le 25 juillet a montré une chose importante à Poutine. La Russie ne sera pas le camp que le Kazakhstan choisira. Revenons sur l'une des parties les plus intéressantes du court discours de Tokayev. Vous l'avez entendu plus tôt. Tokayev a dit à Poutine qu'il avait reçu de nombreux signaux de la part d'acteurs aux États-Unis et en Europe concernant l'état actuel de la campagne de la Russie. Le mystère ici concerne la nature de ces signaux. Nous avons parlé du fait que le Kazakhstan a des moyens de pression sur la Russie, tandis que l'Occident a des moyens de pression sur le Kazakhstan. Les dirigeants américains et européens savent que le Kazakhstan et toute l'Asie centrale ont des vulnérabilités liées à l'énergie, en raison de leur dépendance envers la Russie comme intermédiaire pour acheminer leur pétrole vers le reste du monde. Lorsque Tokayev parle de recevoir des signaux, il fait peut-être allusion au fait que les dirigeants occidentaux lui ont fait savoir qu'ils devaient commencer à faire pression sur Poutine, sinon ils pourraient commencer à exercer leur propre influence. Peut-être en cessant d'acheter du pétrole kazakh. Le Kazakhstan est désormais le 3e plus grand fournisseur de pétrole de l'Union Européenne, donc il est possible que des menaces soient proférées sur le fait que tout cela pourrait disparaître si Tokayev n'exerce pas de pression. Ce ne sont bien sûr que des spéculations. Tokayev n'a fait qu'évoquer l'influence occidentale, et cette influence pourrait être bien plus bénigne. Après tout, fin juin, le Kazakhstan a conclu pour 12 milliards de dollars d'accords avec l'Union Européenne, dont la plupart concernaient l'achat de 50 avions de ligne Airbus auprès de l'UE. Donc peut-être que l'Europe n'essaye pas de persuader Tokayev. Au contraire, le dirigeant kazakh pourrait être séduit par tout ce que l'Occident pourrait offrir à son pays, des choses que la Russie, épuisée par la guerre et lourdement sanctionnée, ne peut pas fournir. Encore une fois, tout cela reste spéculatif. Mais Poutine verra le schéma qui se dessine à travers ces événements, et il saura que la Russie commence à perdre de l'influence au Kazakhstan. La nation qui marchait sur la corde raide semble prête à sauter, et elle se dirige vers l'Occident. Le SIG ajoute une autre complication qui peut venir perturber les choses. Le Kazakhstan se tourne également de plus en plus vers la Chine, comme acheteur de son pétrole. En fait, le Kazakhstan ne dispose que de 2 routes de livraison de pétrole, qui ne passent pas par la Russie, l'une d'elles étant un oléoduc qui relie la province d'Atasio du pays au Xinjiang en Chine. Cet oléoduc a transporté 1,2 million de tonnes de pétrole brut vers la Chine en 2024, ce qui démontre la viabilité pour le Kazakhstan de se détacher de la Russie.
Bien sûr, il restera encore du travail à faire, mais la Chine, qui ne produit pratiquement pas de pétrole elle-même, serait plus qu'heureuse de construire l'infrastructure nécessaire, à la fois pour le pétrole et pour avoir l'occasion d'étendre son influence en Asie centrale, aux dépens de la Russie. Le tableau d'ensemble se précise de plus en plus, et à présent, il devient évident que Poutine s'est piégé lui-même dans un jeu dangereux qu'il n'aurait jamais eu à jouer s'il n'avait pas envahi l'Ukraine. Tout ce qui se passe actuellement au Kazakhstan, de l'influence croissante de l'Ukraine, de l'Occident et de la Chine, jusqu'au fait que le dirigeant du pays ait eu le courage de s'asseoir devant Poutine et de l'humilier. Tout cela est le résultat de l'invasion de Poutine, qui dure depuis près d'une demi-décennie. La Russie est maintenant plus faible qu'elle ne l'était en 2022. Beaucoup plus faible. Les actions de Poutine se retournent contre lui, sous la forme d'un allié qui lui dit qu'il est grand temps de faire la paix, car sa guerre n'a aucun sens. Tokayev a transmis le message, mais Poutine va-t-il écouter ? Aussi choqué qu'il ait été par ce qui s'est passé à Omsk, Poutine n'est pas du genre à rechercher la paix simplement parce que Tokayev lui a dit que c'était le moment. Ne vous méprenez pas, Poutine devrait écouter. Cependant, comme le souligne le vieil archangeliste de Croatie via le Kiev Post, Poutine n'est pas le genre de personne raisonnable qui écoutera ses alliés lui dire qu'il est temps d'arrêter. Accepter la situation actuelle reviendrait à reconnaître la souveraineté de l'Ukraine, ce qui équivaudrait à une victoire ukrainienne plutôt que russe. Cela est inacceptable pour Poutine. Selon médias, Poutine ne s'arrêtera que s'il y est contraint. Il y a des preuves de cela dans les événements récents. Poutine refuse d'accepter tout type de cessez-le-feu, même s'il est clair que la Russie a perdu l'initiative en Ukraine et subit de lourdes pertes, à la fois sur le champ de bataille et à cause des frappes à longue portée de l'Ukraine. À l'heure où nous parlons, il y a des rumeurs selon lesquelles l'Ukraine et les États-Unis auraient élaboré une nouvelle proposition de paix. Cependant, le Kremlin a refusé de reconnaître cette proposition et ne fera aucun commentaire tant qu'il n'aura rien de concret entre les mains. Il y a de fortes chances que si la proposition n'inclut pas une cession de territoire par l'Ukraine, alors Poutine ne l'acceptera pas. Il ne peut pas. Le dirigeant russe est piégé. Il doit continuer le combat en Ukraine, car tout résultat inférieur à la victoire qu'il a promise le rend vulnérable à un renversement. Mais s'il continue à se battre, d'autres événements comme ceux que nous venons de voir avec Tokayev se produiront, car non seulement le Kazakhstan, mais aussi d'autres nations d'Asie centrale inviteront davantage d'influence occidentale ou orientale. Alors, que fait Poutine ? Soit il se fait du mal à lui-même, soit il fait du mal à la Russie. Et au bout du compte, il n'y a personne de plus important pour Vladimir Poutine que l'homme qui le regarde dans le miroir. Alors il acceptera de perdre un allié de plus. Et ce faisant, il va nuire à la Russie pour des années à venir. Des années qu'il ne vivra même pas assez longtemps pour voir. C'est le véritable avertissement de Tokayev. Mais Poutine n'écoutera pas. Il devrait. Ce qui se passe avec le Kazakhstan n'est qu'un symptôme d'une tumeur, à l'image de Poutine, qui fait pourrir la Russie jusqu'au plus profond d'elle-même. L'Europe vient de prendre sa plus grande décision militaire depuis la guerre froide. Une décision de 50 milliards de dollars, aux implications bien au-delà des champs de bataille ukrainiens. Une décision qui a provoqué des ondes de choc jusqu'à Moscou, jusqu'au bureau de Vladimir Poutine lui-même, et annonce un changement radical à long terme dans la stratégie de sécurité de l'Europe. Alors que le continent cherche à renforcer sa capacité à repousser de futures agressions, tout en réduisant sa dépendance de longue date à la puissance militaire inégalée de l'Amérique. Pour la Russie, ce n'est pas simplement une mauvaise nouvelle, c'est le pire cauchemar du pays qui devient réalité. Mais avant d'examiner les implications, voyons exactement ce qui s'est passé. Le sommet de l'OTAN de 2026 s'est tenu à Ankara, en Turquie, du 7 au 8 juillet. De nombreux chefs d'État et de gouvernement étaient présents, ainsi que d'autres responsables, dont le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte et les présidents et premiers ministres de divers pays membres et non membres de l'OTAN. L'un des invités les plus en vue était le premier ministre britannique Sir Keir Starmer, qui occupe ce poste depuis 2024. Mais il a annoncé sa démission à la fin du mois de juin, ce qui signifie que le sommet d'Ankara serait sa dernière apparition lors d'une grande réunion de l'OTAN. Et il a clairement décidé de partir en beauté. Le 8 juillet, Starmer a révélé que le Royaume-Uni jouerait un rôle de premier plan dans une nouvelle initiative européenne audacieuse visant à développer des capacités de frappe de précision en profondeur à travers l'Europe. Dans une annonce publiée sur le site du gouvernement britannique, le Premier ministre a déclaré « Je suis déterminé à assurer la sécurité du Royaume-Uni et de nos alliés. Et pour cela, nous devons redoubler d'efforts pour bâtir une OTAN plus forte et plus européenne. » Le Royaume-Uni travaille déjà avec ses partenaires pour développer des capacités de pointe qui permettront à nos forces armées de défendre et de dissuader à des milliers de kilomètres de la ligne de front. Mais cette initiative dirigée par le Royaume-Uni nous permettra de renforcer notre coopération en rassemblant les alliés européens afin de garantir la sécurité de l'OTAN pour les années à venir. Le gouvernement britannique a ensuite précisé que Keir Starmer réunirait les dirigeants d'une douzaine de nations européennes différentes pour discuter des détails de l'initiative avant la fin du sommet. En plus du Royaume-Uni, les nations participantes sont le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Roumanie, l'Espagne, la Suède et la Turquie. Ils ont publié une déclaration commune peu après l'annonce de Keir Starmer, déclarant
Nous nous sommes engagés à intensifier et à renforcer la dissuasion et la défense de l'Alliance. En particulier, nous reconnaissons la nécessité d'augmenter nos capacités de frappe de précision en profondeur, DPS. Nous reconnaissons donc la nécessité d'investir de manière proactive dans ces capacités et d'accélérer les achats et la livraison, y compris par le biais d'initiatives multinationales. Nous sommes collectivement déterminés à investir 50,66 milliards de dollars dans les capacités de DPS au cours des 10 prochaines années. Voilà le principal message. 50 milliards de dollars entièrement dédiés aux capacités de frappe de précision en profondeur sur la prochaine décennie. Et cet investissement a déjà commencé. Le Royaume-Uni a déjà investi 3 milliards de livres sterling, soit un peu plus de 4 milliards de dollars, dans ses propres programmes de frappe à longue portée. Cela inclut 770 millions de livres sterling, soit 1 milliard de dollars, pour un programme conjoint d'armes furtives et hypersoniques avec l'Allemagne, qui vise à créer un tout nouveau missile terrestre d'une portée supérieure à 2000 km, soit 1250 miles. 1,4 milliard de livres sterling, soit 1,9 milliard de dollars, est également destiné à Stratos, un programme trilatéral impliquant l'Italie et la France, visant à créer le successeur du missile Storm Shadow, qui a été utilisé avec beaucoup d'efficacité par l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Ce ne sont là que 2 exemples. Étant donné le montant total du financement de ce programme, combiné au fait qu'il est prévu pour durer 10 ans, il pourrait impliquer le développement de divers systèmes de missiles supplémentaires, augmentant considérablement l'arsenal européen dans son ensemble et renforçant significativement ses capacités de frappe en profondeur et de dissuasion. Il est facile de comprendre pourquoi l'Europe estime que le moment est venu de prendre une mesure d'une telle ampleur. Le premier facteur, et le plus évident, est la guerre en Ukraine. Dans les décennies qui ont suivi la fin de la guerre froide, de nombreux pays européens ont considérablement réduit leurs dépenses de défense, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ils l'ont fait parce qu'ils pensaient que l'époque des conflits à grande échelle, des affrontements sur les champs de bataille européens, était révolue. Ils ne pouvaient tout simplement pas imaginer un monde dans lequel une autre guerre éclaterait si près de chez eux. Ils ont donc pris ce qui semblait être une décision logique, dépenser moins pour la défense. Après tout, pourquoi gaspiller de l'argent à construire des chars et à payer les salaires de centaines de milliers de soldats alors qu'une guerre semblait si improbable? Puis, l'année 2022 est arrivée. La Russie a envahi l'Ukraine et ses hypothèses de longue date sur une paix éternelle à travers le continent européen se sont effondrées comme un château de cartes fragile. L'Europe a compris qu'elle ne pouvait plus agir comme si une grande guerre conventionnelle était impossible. Cela a entraîné une hausse des dépenses de défense et le développement de nouvelles initiatives de sécurité à travers le continent, avec des pays comme la Pologne et l'Allemagne jouant des rôles de premier plan. Mais l'Europe ne faisait pas que réagir à la guerre en Ukraine. Elle l'observait de près, regardant comment l'Ukraine, un pays censé être tellement inférieur à la Russie, selon tous les principaux indicateurs militaires, parvenait à se défendre avec autant de succès. Et elle en tirait des leçons précieuses, notamment sur l'importance des frappes de précision à longue portée. Les forces de Kiev ont utilisé des drones et des missiles à longue portée pour semer le chaos dans les territoires occupés et jusque dans les régions profondes de la Russie. Elles ont également détruit des nœuds logistiques, coupé des lignes d'approvisionnement, fait exploser des dépôts de munitions et frappé des centres de commandement, des usines militaires, des aérodromes et des raffineries de pétrole. Cela s'est avéré être l'une des tactiques les plus efficaces de l'Ukraine pour inverser le cours de la bataille et infliger un maximum de dégâts à son ennemi en un minimum de temps. Si jamais la guerre devait s'étendre au-delà des frontières de l'Ukraine et toucher des pays comme la Pologne ou les États baltes, le reste de l'Europe devra suivre l'exemple de Kiev, en utilisant de manière intelligente et efficace des armes de précision à longue portée pour frapper la Russie là où ça fait le plus mal. Un autre facteur incontestable à l'origine de la décision de l'Europe de développer des armes de frappe en profondeur concerne les États-Unis. Les États-Unis sont de loin la superpuissance militaire la plus forte de la planète. Et même s'il y a 32 nations dans l'OTAN, l'Amérique a longtemps fourni la majeure partie de la puissance globale de l'Alliance. Les pays européens ont fortement dépendu des États-Unis non seulement pour la protection et les garanties de sécurité, mais aussi pour l'équipement militaire lui-même, en particulier lorsqu'il s'agit de technologies militaires de pointe indispensables à la guerre moderne, comme les satellites, les logiciels et les avions de chasse avancés. L'Europe n'a eu d'autre choix que d'acheter américain pendant des années. Cela signifiait que, si une guerre éclatait impliquant une nation de l'OTAN, les membres de l'Alliance ne compteraient pas seulement sur l'armée américaine pour les protéger, mais utiliseraient également principalement des équipements et des armes fabriqués aux États-Unis au sein de leurs propres armées. À bien des égards, c'était une dépendance malsaine et insoutenable. Et ces dernières années, l'Europe a été contrainte de réévaluer cette dépendance. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ont exhorté les nations européennes de l'OTAN à consacrer davantage de leurs ressources à leurs propres armées. Tous les membres de l'Alliance étant d'accord pour consacrer 5% de leur PIB à la défense et à la sécurité d'ici 2035. Les dirigeants européens ont également cherché à diversifier leurs investissements, comme la Pologne, qui achète des chars K2 à la Corée du Sud, tout en renforçant leurs industries de défense nationale et en lançant de nouveaux projets avec leurs voisins.
Et cela nous ramène à l'initiative de frappe en profondeur de 50 milliards de dollars, qui est de loin le plus grand et le meilleur exemple jusqu'à présent de l'affirmation collective de l'Europe de son engagement à moins dépendre des États-Unis et à commencer à se défendre beaucoup plus qu'auparavant. Cela ne signifie pas que l'Europe rompt ses liens avec l'Amérique, ni qu'elle a l'intention d'arrêter d'investir dans le matériel militaire américain. Il s'agit simplement de devenir moins dépendante et mieux préparée à défendre ses intérêts. C'est aussi un message clair à Moscou, comme l'a déclaré la secrétaire aux Affaires étrangères britannique Yvette Cooper. Avec une capacité de frappe de précision en profondeur, le Royaume-Uni et nos alliés seront en mesure de frapper des cibles militaires de grande valeur, ainsi que les rouages logistiques qui font tourner les armées, dissuadant tout agresseur et renforçant notre sécurité mutuelle. À Ankara, nous envoyons un message clair au président Poutine. L'OTAN est plus forte, plus européenne et prête à défendre nos citoyens contre la menace à long terme qu'il représente, lui et l'État russe. Il y a longtemps que des rumeurs circulent selon lesquelles Poutine aurait des ambitions bien au-delà de l'Ukraine et pourrait préparer une attaque beaucoup plus vaste contre d'autres parties de l'Europe dans les années à venir. Cette annonce pourrait suffire à mettre ses plans en suspens pour une durée indéterminée. Mais avant d'expliquer pourquoi, voici pourquoi nous faisons cette émission militaire pour expliquer comment le pouvoir fonctionne réellement. Donc, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui va se passer ensuite. Maintenant, l'ensemble de l'annonce du Royaume-Uni a sans aucun doute déclenché des signaux d'alarme dans les couloirs du Kremlin. Mais la partie qui devrait vraiment effrayer Poutine est la mention de nouvelles armes furtives et hypersoniques avec une portée de plus de 2000 km. Jusqu'à présent, beaucoup des meilleurs missiles européens ont rencontré le même problème, une portée limitée. Le Storm Shadow, par exemple, peut atteindre des cibles jusqu'à 550 km, soit 342 miles de distance. Le Taurus, KEPD 350, affiche une portée maximale similaire d'environ 500 km, soit 310 miles. Le MBDA Meteor, quant à lui, peut parcourir seulement 200 km, soit 120 miles, depuis son point de lancement. Ce sont tous des missiles avancés avec de nombreuses caractéristiques et avantages uniques, mais leurs applications réelles sont limitées par le fait qu'ils ne peuvent parcourir qu'une certaine distance. Dans une guerre hypothétique avec la Russie, de telles armes auraient une utilité limitée. Il ne serait pas possible, par exemple, pour l'Europe, de frapper des nœuds logistiques et des infrastructures militaires situées au cœur des régions russes uniquement avec des missiles comme les Storm Shadow et Taurus. Cependant, une fois que ce nouveau programme commencera à porter ses fruits, tout changera. Avec un missile hypersonique à longue portée à sa disposition, l'Europe pourrait voir d'innombrables nouvelles cibles entrer à sa portée. Ces cibles pourraient inclure, par exemple, des centres de commandement russes, des bases aériennes, des réseaux de transport, des installations de production militaire, ainsi que des actifs stratégiques spécifiques, comme des flottes de bombardiers et des systèmes de défense aérienne. Puisqu'il s'agit d'armes de précision avec une exactitude extrême et des marges d'erreur minimales, il serait envisageable pour les nations européennes de l'OTAN de lancer leurs missiles depuis des endroits comme la Pologne, la Roumanie ou les États baltes vers des cibles partout en Russie occidentale, anéantissant les moyens et les infrastructures ennemies en un clin d'œil. Si l'on imagine une invasion hypothétique des pays baltes, par exemple, impliquant des forces russes traversant la frontière vers l'Estonie ou la Lettonie, l'Europe disposerait des armes nécessaires non seulement pour défendre ces endroits, mais aussi pour perturber la logistique de la Russie et punir l'agression de Poutine. Elle pourrait cibler les routes d'approvisionnement, les zones de rassemblement, les dépôts de munitions et les quartiers généraux bien au-delà des lignes de front, rendant la poursuite du conflit de plus en plus difficile et coûteuse pour la Russie. Avec des centres ferroviaires hors service, des ponts détruits et des aérodromes en feu par exemple, les forces du Kremlin auraient beaucoup plus de mal à acheminer des troupes, des armes, des munitions, de la nourriture et du carburant vers les lignes de front. Cela rendrait à son tour plus difficile l'avancée de l'armée du pays, tout en facilitant la défense des nations envahies. Étant donné à quel point la guerre moderne dépend de la logistique, des frappes continues de ce type pourraient finalement forcer la Russie à abandonner complètement la guerre et à retirer ses forces. Mais il ne serait pas forcément nécessaire d'aller jusque-là, car potentiellement, le rôle le plus important que ces nouveaux missiles européens ont à jouer n'est pas de bombarder des bases aériennes ou de faire exploser des lignes d'approvisionnement. Il s'agit de la dissuasion. L'Europe n'aura peut-être même pas besoin de lancer un seul de ces missiles. Le simple fait de les posséder pourrait suffire à dissuader la Russie de commettre tout acte d'agression contre l'OTAN ou l'Union européenne. Pendant longtemps, Poutine a été en position de force. Il a passé des années et dépensé des milliers de milliards de roubles pour construire l'une des plus grandes armées du monde. Pendant que les nations européennes concentraient leurs fonds ailleurs, la Russie continuait d'investir massivement dans les chars, les missiles et les drones. Alors que l'Europe vendait ses vieux chars et véhicules blindés à des nations émergentes, la Russie stockait ses équipements de l'époque soviétique dans d'immenses entrepôts. Tandis que les armées européennes s'affaiblissaient, celles de la Russie se renforçaient. Poutine devait encore faire face à la menace d'une intervention américaine s'il décidait d'attaquer l'OTAN. Mais il savait que l'Europe, seule, aurait du mal à se défendre.
C'est en partie pour cette raison que des rumeurs et des rapports ont circulé ces dernières années sur le fait que le dirigeant du Kremlin préparerait une attaque contre les pays baltes ou une autre nation européenne, comme la Finlande ou la Pologne. Le seul véritable moyen de dissuasion que l'Europe pouvait mettre en avant était l'Amérique, puisque ses propres armées étaient devenues si fragmentées et sous-financées. Heureusement, cela commence à changer. Si les 12 nations impliquées dans cette nouvelle initiative parviennent à respecter leur délai de 10 ans, ou même à accélérer leurs efforts pour produire de nouveaux missiles dans les 5 ou 6 prochaines années, elles pourront enfin défendre leur souveraineté et dissuader l'agression russe par elles-mêmes. Parce que si Poutine sait que l'Europe dispose d'un vaste arsenal de missiles longue portée prêts à anéantir sa logistique, ses quartiers généraux et ses défenses aériennes à tout moment, la perspective d'envahir l'Europe devient soudainement beaucoup moins attrayante. Comme le note Dan Jarvis, le ministre britannique de la Défense, nous construisons les armes du futur pour assurer la sécurité du Royaume-Uni et de l'OTAN pour les décennies à venir, soutenus par des milliards de livres et en collaboration avec nos plus proches alliés européens. Notre nouvelle gamme d'armes de frappe de précision en profondeur donnera à nos forces la capacité de frapper des cibles à des centaines de kilomètres avec une grande précision, renforçant ainsi l'OTAN et dissuadant nos adversaires. Et il ne s'agit pas seulement d'armes de frappe de précision, car l'Europe fait bien plus que simplement fabriquer de nouveaux missiles. Elle prend de nombreuses mesures pour renforcer sa défense, rendre l'OTAN plus européenne et réduire sa dépendance envers les États-Unis. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre plus large du projet Préparation 2030 de la Commission européenne. L'objectif ultime de ce projet est que l'Europe atteigne à la fois la préparation militaire et l'indépendance d'ici 2030. C'est extrêmement ambitieux et certains experts ont déjà averti que l'échéance de 2030 pourrait arriver un peu trop tôt pour que l'Europe atteigne une véritable autonomie. Le rapport Sparta 2.0, par exemple, publié par l'Institut de l'économie mondiale de Kiel, note qu'il faudrait environ un demi-billion de dollars. En plus de l'argent que l'Europe investit déjà dans ses projets de défense, afin de combler 10 lacunes critiques qui existent actuellement dans les capacités militaires du continent, maintenant, l'une des lacunes les plus urgentes à combler concerne le commandement et le contrôle, puisque l'Europe ne dispose pas de son propre système de type Palantir, qui est pourtant si vital dans les opérations militaires modernes. Une autre lacune est l'incapacité du continent à produire des systèmes autonomes à grande échelle, non seulement en achetant des milliers de drones, mais en étant capable d'en fabriquer des millions chaque année. Il existe également plusieurs lacunes liées à la défense aérienne, car la production, les munitions et les stocks dans cette catégorie font cruellement défaut partout en Europe. Et le continent a également du travail à faire en matière de cloud militaire et d'IA de combat, de transport stratégique et de guerre électronique. Une dépendance excessive aux missiles américains Tomahawk et JASSM signifie que l'Europe a également une lacune dans ses capacités de frappe de précision en profondeur. Cette lacune, cependant, est déjà en train d'être comblée par la nouvelle initiative de 50 milliards 660 millions de dollars. Et plusieurs des autres problèmes mentionnés précédemment sont également en cours de traitement actif. Plusieurs pays travaillent par exemple sur de nouveaux systèmes de défense aérienne, tandis que d'autres explorent de nouvelles technologies de satellites de reconnaissance, des systèmes de surveillance et l'intégration du commandement et du contrôle. Les auteurs de Sparta 2.0 encouragent également les pays à former des coalitions motrices résilientes adaptés à leurs forces spécifiques. Des pays comme la France, la Pologne et le Royaume-Uni, par exemple, pourraient prendre en charge des programmes stratégiques, des capacités conventionnelles à longue portée et des discussions sur la politique nucléaire. Tandis que les nations d'Europe du Nord et les États baltes se concentreraient sur la sécurité maritime et la guerre électronique, et que l'Allemagne pourrait montrer la voie en matière de défense aérienne et de technologie anti-drone, l'étude note également que même si l'Europe semble confrontée à d'immenses défis, aucun d'entre eux n'est insurmontable, ni ne nécessite forcément des années pour être résolu. Et la preuve la plus évidente de cela peut être observée en Ukraine. Elle est entrée dans la guerre avec la Russie avec une armée relativement faible, un budget de défense modeste et une industrie de défense qui tournait principalement autour de l'exportation de biens vers d'autres pays, plutôt que de se renforcer elle-même. Quelques années plus tard, l'Ukraine est devenue l'une des superpuissances militaires de l'Europe. Son armée est capable de tenir tête à la Russie. Son industrie de défense a énormément évolué et s'est considérablement développée. Et elle est devenue un leader mondial dans le domaine de la guerre par drone. Et maintenant, elle fabrique de nombreux systèmes de défense et d'armes elle-même, y compris des missiles longue portée comme le Long Neptune et le Flamingo. L'Ukraine a même créé son propre système de gestion du champ de bataille et de connaissance de la situation, basé sur le cloud, à la manière de Palantir, Delta, en seulement 18 mois, qui a depuis été salué comme l'un des meilleurs systèmes de ce type en dehors des États-Unis. Si un pays avec des fonds limités peut faire tout cela en moins d'une demi-décennie, il est impossible de dire à quel point l'Europe, dans son ensemble, pourrait progresser en mutualisant ses savoirs, son capital et ses ressources, en tirant les leçons de la guerre en Ukraine et en apportant les changements nécessaires pour éviter que la même chose ne se reproduise à l'avenir. Alors, même si le nouveau plan de missiles est estimé à 10 ans, nous pourrions voir une Europe très différente en moitié moins de temps.
alors que le continent poursuit ses efforts vers une défense et une dissuasion renforcées. En bref, si Vladimir Poutine a réellement des plans pour attaquer les pays baltes ou envahir la Pologne, quelle que soit la fenêtre d'opportunité qu'il a pu avoir, elle est désormais sur le point de se refermer définitivement. Ce n'est un secret pour personne qu'il y a eu du chaos dans les hautes sphères de l'armée ukrainienne ces dernières semaines. L'ancien ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, est parti. Apparemment évincé après avoir perdu un bras de fer politique contre le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrski. Nous devrions dire ancien commandant en chef. Syrski est parti, lui aussi. Victime du contre-coup provoqué par la destitution du populaire Fedorov. Poutine aura observé tout cela avec un immense sourire sur le visage. Mais ce sourire a complètement disparu. Après la tourmente, vient un tournant décisif. Quelqu'un de légendaire vient de prendre le commandement de l'armée ukrainienne. C'est une légende sur le champ de bataille, le pire cauchemar de la Russie, et il est arrivé pour mener l'Ukraine à briser la machine de guerre russe. Poutine devrait être très inquiet. Nous allons expliquer pourquoi. Le 24 juillet, tout est devenu officiel. Le nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Mikhailo Drapachny, a été présenté au monde. Il a parlé du défi qui l'attend, non seulement pour lui, mais pour toute l'Ukraine, alors qu'elle s'efforce de repousser l'invasion de Poutine, qui en est maintenant à sa 5e année. Drapachny a appelé à l'unité dans tous les aspects de l'armée, et a déclaré qu'il travaillerait pour obtenir des résultats, plutôt que pour faire de la politique. Drapachny a également énuméré 4 priorités, qui incluent le renforcement de la défense aérienne de l'Ukraine, l'augmentation de la capacité de frappe de l'Ukraine contre la Russie, le développement et la montée en puissance de la composante sans pilote des forces armées ukrainiennes, et la suppression de toute bureaucratie inutile. Tout cela nous semble très Fedorov, et comme nous allons en discuter bientôt, cela pourrait signifier que le ministre ukrainien de la Défense évincé pourrait retrouver son poste précédent. Mais pour l'instant, il s'agit de Drapachny. Nous vous avons dit qu'il a un cauchemar pour la Russie, et pour comprendre pourquoi, nous vous emmenons dans la ville de Mariupol, au sud-est. En mai 2014, des séparatistes pro-russes avaient construit une barricade pour empêcher l'armée ukrainienne de reprendre le contrôle de la ville. Cette barricade a échoué. La raison en est qu'un véhicule blindé l'a défoncé à une vitesse folle, ouvrant une brèche dans ce que les séparatistes avaient construit. Cette brèche a permis à un autre véhicule blindé de passer, et les soldats à l'intérieur ont ensuite sauvé la vie des policiers que les séparatistes retenaient en otage dans le bâtiment du ministère de l'Intérieur de Mariupol. L'un des hommes qui conduisait ce véhicule ayant défoncé la barricade était Mikhailo Drapachny. Lors d'un incident, Drapachny est devenu un héros. La vidéo de ses exploits s'est répandue sur les réseaux sociaux, alors que le jeune soldat recevait des éloges pour avoir, d'une manière ou d'une autre, mené son unité d'une situation désespérée à une victoire. Bien sûr, un acte héroïque devenu viral ne suffit pas à qualifier quelqu'un pour le poste de commandant en chef de l'Ukraine. Cependant, ce que les exploits de Drapachny en 2014 ont montré à l'Ukraine, c'est qu'il est un homme qui prend les situations à bras-le-corps. Peu enclin à se retenir, il se bat pour gagner. L'Ukraine a besoin de cela en ce moment, et ses soldats sont ravis de la récente nomination. Il n'y a pas de meilleure personne pour ce poste actuellement en Ukraine, a confié un soldat à la BBC, laissant entendre que Drapachny est bien plus qu'une simple vidéo de lui en train de défoncer une barricade avec un véhicule blindé. Un autre officier anonyme qui a parlé du nouveau commandant en chef, en juin 2025, a déclaré « Drapachny est un général relativement jeune, il est doué. On l'envoyait toujours là où la situation était extrêmement difficile. » Un autre soldat, Artem Kouriakin, déclare au Kievan Independent que Drapachny inspire un immense respect au sein de l'armée ukrainienne, ce qui est extrêmement difficile à obtenir. Il est clair qu'il y a bien plus à dire sur ce jeune général qu'une simple vidéo ne le laisse entendre. Mais peut-être que la meilleure façon de mesurer l'importance de cette nouvelle nomination pour l'Ukraine vient des réactions des occupants russes lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Les Russes sont furieux. Ils savent que Drapachny est un homme très dangereux. Un article du 22 juillet, publié dans le Kyiv Independent, publié avant la présentation officielle du général, le souligne. Le blogueur militaire russe Kirill Fedorov, qui compte 500 000 abonnés sur sa chaîne Telegram, a rapidement tiré la sonnette d'alarme en partageant la désormais célèbre vidéo du véhicule blindé. Il nous déteste, et il nous déteste constamment. Cela signifie qu'il essaiera de nous tuer, sans tenir compte d'aucune contrainte morale. Fedorov a donné son avis, suggérant que Drapachny est un homme qui ne fera preuve d'aucune pitié envers les occupants russes. D'autres ont souligné l'âge de Drapachny comme un sujet de préoccupation. Il a 43 ans, et a gravi les échelons de l'armée ukrainienne, ayant commencé la guerre en tant que commandant de bataillon. Un autre blogueur a fait remarquer, en notant que c'est une très mauvaise nouvelle pour la Russie. Cela signifie que Drapachny a vu les lignes de front, sait ce qui est nécessaire, et contrairement à son prédécesseur, il est formé à la guerre moderne plutôt qu'au combat de l'époque soviétique.
Le consensus général semble être que Drapachi assouplira les contraintes imposées aux forces armées ukrainiennes, en particulier à ses unités sans pilote. Et si cela se produit, ce serait désastreux pour les troupes russes sur le terrain. Du moins, c'est ce que disent les Russes. Mais derrière toute cette fanfaronnade, les vidéos virales et la peur russe, il faut se poser des questions. Qui est vraiment Mikhailo Drapachi ? Et est-il l'homme capable de mener l'Ukraine à la victoire contre la Russie ? Pour commencer par la première de ces questions, la seule chose dont nous sommes certains, c'est que Drapachi est très différent de son prédécesseur, Oleksandr Syrski. Bien qu'il n'ait que 17 ans d'écart, ces deux hommes viennent de courants de pensée militaires très différents. Syrski a été important pour l'Ukraine. Les tactiques de ce général 4 étoiles ont été essentielles lors de la tentative de la Russie de s'emparer de Kiev début 2022. C'est grâce à lui que l'Ukraine a pu déjouer les colonnes mécanisées que Poutine a envoyées vers la ville. Syrski est également reconnu comme étant l'architecte de la contre-invasion ukrainienne de Koursk en août 2024. Ce qui a mis Poutine dans une position terrible, en exposant le soi-disant grand protecteur de la Russie comme un homme qui permettrait la première invasion sur le sol russe depuis la Seconde Guerre mondiale. Cependant, Syrski a également mené la guerre d'une manière de plus en plus traditionnelle. Formé dans les X-180, à l'Académie militaire de Moscou, et autrefois considéré comme l'un des futurs grands commandants de la Russie avant l'effondrement de l'Union soviétique, Syrski n'a jamais vraiment échappé à la manière russe de penser la guerre. Ses propres soldats le respectaient et le craignaient à parts égales, le surnommant le boucher en raison de son apparente indifférence aux pertes humaines. Cette attitude pourrait passer en Russie, mais en Ukraine, qui a une population bien plus réduite, elle fait face à un ennemi supérieur en nombre. Un boucher n'est peut-être pas la personne idéale pour ce poste. L'Ukraine a développé une nouvelle façon de faire la guerre au cours des 4 dernières années et demie. Beaucoup de membres de l'armée du pays estiment que cela signifie que Syrski et ses tactiques sont devenus dépassés. En revanche, Drapachi représente la nouvelle école de pensée militaire ukrainienne. Libéré des chaînes soviétiques, il apporte une combinaison de pensée occidentale et de la stratégie ukrainienne elle-même, axée sur l'utilisation massive de drones. Il est aussi bien plus que l'homme qui a commandé le véhicule ayant défoncé une barricade à Mariupol. La BBC rapporte qu'il est retourné à l'université en 2021 pour suivre une formation stratégique et opérationnelle supplémentaire, et qu'il a reçu une épée d'honneur en tant que meilleur étudiant de l'université lors de sa remise de diplôme. Dans la guerre contre la Russie, Drapachi a dirigé plusieurs groupes opérationnels qui ont remporté des succès à Kherson et à Dnipropetrovsk, où ces groupes ont libéré plusieurs localités, en plus de Kryvyi, où lui et ses soldats ont réussi à repousser les occupants russes. Ces dernières années, Drapachi a servi comme commandant des forces conjointes de l'Ukraine, et c'est à ce poste que les tensions entre lui et Syrski auraient émergé, selon les rumeurs. Comme Fedorov, Drapachi veut que l'Ukraine mène un nouveau type de guerre, qui est quelque peu étranger à Syrski et à son approche de formation soviétique. Une guerre que l'Ukraine peut réellement gagner. Certains présentent Syrski comme un homme qui sait défendre, mais aussi comme un homme qui manque de vision pour l'avenir. Même si les drones ukrainiens font plus de victimes que jamais, Syrski s'en tient toujours à ce qu'on lui a appris. Le manque de vision pour la victoire n'était pas un problème dans les premières années de la guerre, lorsque l'objectif semblait être de défendre suffisamment longtemps pour que la Russie décide que prendre l'Ukraine n'en valait pas la peine. Mais nous sommes en 2026. Poutine a depuis longtemps prouvé qu'il n'a aucune intention de s'arrêter, peu importe à quel point l'armée russe s'effondre. L'Ukraine ne peut plus se contenter de tenir et de survivre, elle doit gagner. La nomination de Drapachi sert à obtenir cette victoire. Il ne s'agit nullement de dénigrer Syrski pour le rôle vital qu'il a joué en amenant l'Ukraine jusqu'ici. Et dans ses dernières remarques en tant que commandant en chef de l'Ukraine, Syrski s'est montré à la fois diplomate et franc dans sa vision de lui-même et de l'armée qu'il laisse derrière lui. Je transmets à mon successeur une armée qui non seulement tient la ligne, mais qui est en état d'offensive, avec de l'initiative, une structure, des gens qui savent frapper l'ennemi, et j'espère sincèrement que cette offensive se poursuivra. Tout ce qu'il faut pour cela est là, a déclaré Syrski avant d'ajouter. Je l'ai déjà dit, et je le répète aujourd'hui, mon métier, c'est la guerre. Les postes changent, mais ce principe ne change pas. Quel que soit mon statut, je servirai l'Ukraine jusqu'à la victoire. La passation a eu lieu, et Syrski semble prêt à se mettre en retrait, permettant ainsi une transition en douceur. C'est un énorme avantage pour Drapachi alors qu'il commence son nouveau rôle. Cependant, bien qu'il semble qualifié et qu'il ait suffisamment de qualité pour susciter la crainte dans les rangs russes, il faut se demander dans quelle mesure Drapachi peut réellement faire la différence. Sa nomination a pris tout le monde au dépourvu, mais ce qu'il fera pour l'armée ukrainienne sera ce qui changera vraiment la donne. Drapachi a le potentiel d'être l'homme qui mènera l'Ukraine à briser la machine de guerre de Poutine. Mais avant d'expliquer pourquoi, vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Et si vous voulez voir nos vidéos dès leur publication, n'oubliez pas d'activer les notifications. Il y a une chose, plus que toute autre, que Drapachi apporte à l'armée ukrainienne, l'espoir.
Nous voyons dans les paroles des soldats qui vont servir sous ses ordres, qui soulignent que Drapachi fait partie d'une nouvelle génération d'officiers qui s'est développée pendant la guerre. L'ancien ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, a également inspiré un espoir similaire. Nous le voyons dans l'explosion de colère dans les rues ukrainiennes après son renvoi. Alors que des manifestations ont dénoncé le haut commandement ukrainien, qui semblait vouloir se débarrasser des jeunes officiers souhaitant lutter contre la corruption et s'attaquer aux strates bureaucratiques qui existent dans l'armée ukrainienne. Drapachi apporte avec lui la même promesse de changement que Fedorov voulait réaliser. Il apporte de l'espoir à l'armée ukrainienne. Ne sous-estimez pas la puissance de l'espoir, surtout maintenant, alors que l'armée ukrainienne, bien qu'efficace, fait face à divers défis de morale et de manque de personnel. Pendant l'hiver, l'Ukraine a traversé l'une de ses périodes les plus difficiles. Un bombardement massif de ses infrastructures énergétiques a laissé les civils grelotter dans le froid lorsque le chauffage a été coupé. Beaucoup d'autres ont perdu l'accès à l'électricité et à l'eau. À un moment donné, 70% de Kiev s'est retrouvé sans électricité, alors que les températures chutaient jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Tout cela est voulu par la Russie, pour terroriser le peuple ukrainien. Et ils finiront par être tellement épuisés par la guerre qu'ils se soumettront aux caprices de Poutine. C'est du moins l'approche adoptée, et même si l'Ukraine a bien réussi à se relever, elle fait aussi face à une crise de main-d'œuvre qui est apparue en grande partie parce que les soldats potentiels sont terrifiés à l'idée de mourir sur la ligne de front. En janvier, l'Institut des tactiques pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme a rapporté qu'environ 200 000 soldats ukrainiens étaient portés absents sans permission. Et 2 millions de citoyens supplémentaires sont recherchés pour avoir échappé au service militaire obligatoire. La mobilisation patriotique qui avait servi l'Ukraine pendant si longtemps commence à s'essouffler. Affronter un ennemi dont la population est 4 fois supérieure à celle de l'Ukraine pourrait être fatal. La réputation de Syrski en tant que boucher a peut-être joué un rôle. Il se peut que les Ukrainiens ne refusent pas de se battre, mais plutôt qu'ils ne veulent pas être envoyés à l'assaut, alors qu'ils ont vu que les drones, les robots terrestres et d'autres technologies peuvent être bien plus efficaces. Ceci est en partie spéculatif, mais il est notable que beaucoup de ceux qui ont travaillé avec Drapachi affirment qu'il adopte une approche différente. L'un de ses soldats, le colonel Oleksandr Vadovichenko, raconte à Pravda que Drapachi ne donnait jamais de tâches inutiles. Lorsqu'il écoutait les rapports des commandants pendant la planification des opérations, il cherchait toujours des moyens d'accomplir la mission avec le moins de pertes possible. C'est là que réside l'espoir. Si Drapachi parvient à appliquer la même approche à l'ensemble de l'armée ukrainienne, on espère qu'il obtiendra les mêmes résultats, voire de meilleurs, que Syrski, mais avec moins de pertes. Et s'il peut prouver qu'il est un homme qui se soucie des soldats sous son commandement, on espère qu'il pourra aussi encourager ceux qui ont autrefois évité la conscription à rejoindre l'armée et à se battre. Cependant, tout cela est plus facile à dire qu'à faire. L'espoir seul ne gagne pas une guerre. Ce que Drapachi doit faire maintenant, c'est tenir les promesses qu'il a faites lorsqu'il a été présenté comme le nouveau commandant en chef de l'Ukraine. Il bénéficie d'un soutien quasi unanime de la population et de l'armée. Il est également reconnu comme un critique de la pensée à la soviétique, étant l'un des premiers à adopter la guerre par drone qui a si bien servi l'Ukraine dans la défense contre la Russie. Comme le souligne The Guardian, Drapachi représente une rupture, non seulement avec les tactiques de style soviétique, mais aussi avec les structures de commandement de style soviétique qui imprègnent encore l'armée ukrainienne. C'est là que son attention se portera probablement dans les mois à venir, démanteler ces anciennes structures et les remplacer par de nouvelles, dans lesquelles les officiers subalternes reçoivent des responsabilités et doivent répondre de leurs actes. Une certaine décentralisation du commandement, mettant en avant la confiance et l'absence de microgestion, pourrait être ce que Drapachi apporte aux structures de commandement d'Ukraine. Combien de temps il faudra pour que ces changements se concrétisent reste à voir. Ce ne sera certainement pas immédiat. On s'attend à ce que Drapachi améliore la gestion du champ de bataille et le fonctionnement quotidien de l'armée ukrainienne. Mais son défi plus large, qui consiste à modifier les structures de commandement, pourrait prendre des mois, voire des années à résoudre. Pourtant, Drapachi est un homme qui semble prêt à relever ces défis, et c'est justement ce qui inquiète vraiment la Russie. Malgré les avancées de l'Ukraine en matière de drones, la Russie pouvait en quelque sorte compter sur le fait que l'Ukraine se battrait d'une manière qui correspondait à sa façon de faire la guerre. Syrski était après tout un produit des académies militaires de Moscou. Cela faisait de lui un homme dont on pouvait prévoir les actions dans une certaine mesure. Drapachi n'est pas le même type de dirigeant, il est très différent, et ce n'est pas un homme que la Russie peut facilement cerner, ce qui fait de lui un véritable cauchemar. Avec Drapachi, l'Ukraine a quelqu'un qui est un partisan du style de guerre moderne, qui a permis au pays d'obtenir tant de résultats positifs, surtout en 2026. Ajoutez à cela sa véritable expérience du combat, ayant servi en première ligne en Ukraine, et Drapachi pourrait être l'homme capable d'apporter le changement fondé sur les besoins réels des soldats ukrainiens. L'innovation et une capacité d'adaptation constante. De plus, si Drapachi parvient à apaiser les conflits qui ont commencé à apparaître entre l'armée ukrainienne et son ministère de la Défense, ce sera un énorme avantage. Et cela, fait intéressant, nous ramène directement à l'homme que nous avons mentionné au début de la vidéo, Mikhailo Fedorov. Nous avons mentionné plus tôt que les objectifs de Drapachi et de Fedorov pour l'armée ukrainienne semblaient s'aligner. Le tollé suscité par la perte de Fedorov n'aura pas non plus échappé à l'attention de Drapachi,
ni à celle du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. La nomination de Drapachi pourrait-elle ouvrir la voie au retour de Fedorov dans le poste dont il a été écarté il y a seulement quelques semaines? C'est possible. L'Ukraine n'a toujours pas nommé de ministre de la Défense permanent après l'éviction de Fedorov. L'ancien chef des services de renseignement, Yevgeny Kamara, occupe actuellement le poste, bien qu'à titre intérimaire, alors que le Parlement ukrainien se prépare à voter pour un remplaçant. Peut-être qu'un remplaçant n'est pas nécessaire. Avec le départ de Syrski, le nom de Fedorov pourrait revenir dans la course. Fedorov lui-même affirme que Zelensky lui a proposé d'autres postes, mais il refuse de les accepter, car il estime qu'il n'y a que 3 postes où un véritable changement peut être apporté dans l'armée ukrainienne. 2 de ces postes, président et commandant en chef, sont déjà pourvus. L'autre poste est celui que Fedorov occupait il y a seulement quelques semaines, ministre de la Défense. Fedorov a même refusé le poste de vice-premier ministre, démontrant ainsi son attachement à ce qu'il considère comme une cause importante. Rapachi semble également être un partisan de Fedorov. Lorsque Fedorov et Syrski ont commencé à s'opposer au début du mois de juillet, Rapachi a soutenu Fedorov, le qualifiant de partenaire des forces armées au sein du ministère de la Défense, et une personne qui non seulement répond à nos besoins, mais qui a également encouragé des changements d'approche, une prise de décision plus rapide et un soutien à ceux qui sont prêts à assumer la responsabilité de ces décisions. Fedorov semble lui rendre l'appareil, ayant apporté son soutien à Rapachi lors de réunions avec Zelensky, où, selon Pravda, il a plaidé pour que Rapachi obtienne le poste qu'il occupe actuellement. Nous voyons une certaine synergie ici, un grand potentiel pour que l'armée ukrainienne et le ministère de la Défense se coordonnent mieux que jamais auparavant. L'obstacle pourrait être Zelensky lui-même. Serait-il prêt à ravaler sa fierté et à réintégrer Fedorov? L'éviction de Syrski suggère qu'il pourrait le faire, et bien sûr, tout cela reste spéculatif. Cependant, cela ne nous surprendrait pas de voir le retour de Fedorov, annonçant le début d'une période de transformation pour l'Ukraine, qui la verrait enfin se libérer des dernières chaînes de son passé soviétique. Quoi qu'il arrive ensuite, Drapachi doit agir rapidement. Septembre approche à grands pas, et même si l'Ukraine a fait un excellent travail pour repousser l'offensive de printemps et d'été lancée par la Russie en 2026, d'autres attaques sont à prévoir à l'automne. On parle d'une offensive prévue pour septembre. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles l'automne pourrait être le moment où Poutine sera enfin contraint de prendre une décision difficile et d'imposer la mobilisation à son peuple. Zelensky a mis en garde contre cela, le 24 juillet, affirmant que Poutine est susceptible de lancer une vaste vague de mobilisation après les élections parlementaires russes en septembre. Poutine va étendre cette guerre. Il a besoin de plus de Russes pour participer aux assauts. Nous avons des renseignements indiquant que la Russie prépare une mobilisation importante cet automne, a déclaré Zelensky dans son allocution quotidienne du soir. Si tel est le cas, alors le héros que l'Ukraine vient de nommer commandant en chef doit agir rapidement. Le bonheur et l'espoir qui entourent sa nomination sont limités. Ce dont l'Ukraine a vraiment besoin, ce sont des résultats, et Drapachi doit les fournir. L'homme qui est devenu une légende au combat doit maintenant s'imposer comme le cauchemar que l'armée ukrainienne espère le voir devenir pour la Russie. S'il y a bien quelqu'un qui en est capable, il semble que ce soit Drapachi. Les prochains mois seront cruciaux. Il pourrait sceller le sort de l'Ukraine, ou de la Russie. Une région sur laquelle le nouveau commandant en chef de l'Ukraine va immédiatement se concentrer est Konstantinivka. La Russie a affirmé avoir pris la ville clé de la ceinture de forteresse. Ce n'est pas le cas, loin de là. Au lieu de cela, l'Ukraine a attiré les troupes russes dans un piège ingénieux dans la ville et, en déclenchant ce piège, a infligé d'énormes pertes. C'est le type d'opération sur lequel Drapachi doit s'appuyer. Et vous pouvez tout découvrir en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour voir plus de nos vidéos retraçant les évolutions au sein de l'armée ukrainienne. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.